Bonsoir à tous les amis, soyez les bienvenus, nous sommes le dimanche 25 avril, il est précisément 19 h pour ce nouveau rendez-vous donc sur la chaîne Babyfoot TV. Aujourd'hui, quel immense plaisir de recevoir deux très grands joueurs français. L'un nous vient du côté de la Sonne, c'est Miguel Dos Santos Lot, multititré Miguel, on découvrira ça d'ici quelques toutes petites secondes avec lui. Et deuxième invité de choix et de marque en la personne d'Adam Tourmente, lui aussi un excellent joueur français que vous allez avoir plaisir également de découvrir, et Adam donc qui sera avec nous du côté de Nantes. Mais avant de lancer l'émission et le live en compagnie de Miguel et d'Adam, un petit bonjour, et je me tourne là vers Stéphane qui est à la réalisation ce soir de cette émission. Salut les potes, salut, bienvenue, welcome. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour un nouveau numéro de Babyfoot TV. Et donc, bienvenue aux invités. Je ne sais pas si vous avez vos téléphones avec le live allumé, il faudrait juste le couper. Non, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Ah ouais, c'était moi. Bon, alors non, c'est bon. Et voilà les potes, je vous laisse avec Polo. Bonne émission, on s'éclate et on parle baby. Allez, merci Stéphane. Donc ouais, je le disais, donc avec Miguel Dos Santos Lot, immense champion, accompagné ce soir d'Adam Tourmente. Un grand bonsoir à vous messieurs, tout d'abord. Bonsoir. Comment ça va Miguel? Bonsoir, et puis bonsoir à tout le monde. Bon, écoute, en tout cas, ça me fait super plaisir déjà que vous ayez pu accepter de répondre à notre invitation. C'est pour nous un immense plaisir de recevoir des personnalités comme vous du monde du baby-foot. Allez, je vais démarrer avec Miguel Dos Santos. Miguel, donc toi, tu es du côté de la Somme, à Montreuil-sur-Mer. Alors c'est ça, moi je suis du club de Montreuil-sur-Mer, mais maintenant je suis arrivé dans la Somme, donc je suis à Ménières. Ouais. Donc là je suis arrivé dans la Somme. Mais voilà, donc je suis toujours au club de Montreuil. D'accord, donc pour résumer, tu vis à 10 minutes d'Abbeville, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Je suis à peu près à 10 minutes d'Abbeville. Alors, donc raconte-nous. 25 minutes de Montreuil. D'accord. Donc raconte-nous un petit peu, Miguel, comment tu es âgé de 32 ans. Tu as découvert le. Bon, je fais un petit topo, un petit résumé rapide. Donc tu as découvert le baby-foot. Tu es un petit peu comme Astérix. Hein, tu es tombé dans la marmite très jeune. Tu as démarré à l'âge de 9 ans. Qui c'est qui t'a initié, Miguel? Alors moi, à l'âge de 9 ans, je suivais mon père au club de baby-foot. Et puis à 11 ans, j'ai commencé à faire du coup mes premiers tournois. Et puis depuis, j'ai pas du tout abandonné, au contraire. Donc au début, je faisais que les tournois en France. Et allez, à 16-17 ans, j'ai commencé à aller un peu partout en Europe, accompagné par mon père, forcément. Une histoire de famille, tout ça. Hein. Voilà, justement, on le voit, ton papa Miguel. On reviendra d'ici quelques courts instants sur, notamment quand je vois cette photo avec ton père Hervé, obligatoirement, ça nous fait rappeler ce titre que tu as obtenu avec lui en 2019 lors de la Coupe du Monde sur table Léonard en Allemagne à Saint-Wendel. Un immense souvenir que tu nous raconteras d'ici quelques courts instants. Là, je vais me tourner vers Adam Tourmente. Rebonjour Adam. Bonsoir à tout le monde. Bon, toi, tu es du côté de Nantes, hein, région nantaise, belle région d'ailleurs. C'est ça. Et on voit derrière toi un superbe baby-foot Bonzini avec une petite dédicace. Voilà, je l'ai eu à mes 18 ans par tous mes amis du baby-foot. Ça a été la surprise. T'as des bons amis, hein, je peux te le dire. Exactement, ça c'est sûr. Toi, Adam, t'es âgé de 19 ans, c'est ça, presque 20 ans? Bientôt 20 ans en juillet. Voilà, donc tu as démarré le baby-foot finalement il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, je crois qu'il y a 4-5 ans, grand maximum. 5-6 ans, je dirais. 5-6 ans. Et l'histoire a démarré donc du coup. D'accord. Et donc l'histoire a démarré, ton premier club, c'était du côté de Saint-Étienne de Montluc. Montluc, c'est à 20 minutes de Nantes. Donc oui, j'ai commencé au FC Stéphanois. Ouais. Avec Jacques Devin, donc c'est le président de Saint-Étienne de Montluc. D'accord. Et donc tu es resté combien d'années là-bas, Saint-Étienne? Alors je suis resté 1 an. Puis ensuite, j'ai voulu passer à autre chose en termes de jeu. Donc j'ai voulu aller plus dans la compétition. Et de là, il y a le club de Saint-Herblain qui justement avait un état d'esprit qui pouvait me convenir par rapport aux ambitions que j'avais. Donc je suis allé auprès de Brice Arpin, un ancien joueur de baby-foot. Ouais, je connais. Qui lui, du coup, m'a formé un petit peu sur les bases, etc. Et puis 1 an et demi après,
J'ai rejoint le club de Miguel pour justement un autre projet sportif. Donc là, c'était la Champions League. J'ai fait ma première Champions League avec le club de Montreuil. C'était en quelle année ça, Adam? C'était en 2018. Je crois que c'est ça, Miguel, non? 2017 peut-être? Ouais, ça doit être ça. 18. À Saint-Wendel. Voilà. Et ensuite, un an après, je suis allé à Ivry les Coyotes. Et maintenant, me voilà au Raptor. Ouais, justement, là, on te découvre avec ce maillot d'Evry les Coyotes. Là, c'est une image qui vient de défiler avec Sébastien Békès. Et on en reviendra justement tout à l'heure parmi tes titres, Adam, celui de champion du monde en double. C'était en 2019 à Mondeville, lors de la Coupe du Monde Bonzini. Tu nous raconteras toi aussi cet exploit. Adam, je reviens cette fois-ci vers Miguel. Miguel, donc de nouveau avec toi. Donc toi, tu n'as connu qu'un seul club finalement, Miguel. Adam nous a expliqué par les différents clubs parmi lesquels il était passé, 2-3 clubs comme ça. Toi, finalement, tu as juré fidélité aux gladiateurs de Montreuil-sur-Mer, c'est un peu ça? C'est exactement ça. Ça fait 20 ans que je suis au club de Montreuil et je compte bien rester au club de Montreuil. Tout se passe bien, on arrive à faire des résultats avec les joueurs qui viennent et qui restent qu'une saison et s'en vont, plusieurs qui restent plus longtemps, mais sinon, on arrive quand même à se qualifier pour la Ligue des Champions, on arrive à lutter avec les gros clubs comme Évry, Marseille et j'en passe. Ouais. Donc non, c'est parfait. Donc tu le disais tout à l'heure, Miguel, à l'âge de 9 ans, tu as découvert le baby-foot. C'était quoi, quand on a 9 ans, qu'on démarre comme ça dans le baby-foot, c'est quoi les objectifs de jeunes joueurs comme vous quand vous démarrez dans le milieu? C'est quoi vos rêves à la base? C'est toujours pareil. Hein. Moi, j'ai commencé à 9 ans, bon, j'avais pas vraiment d'ambition. Mais on va dire qu'arrivé à 11 ans, où là j'ai commencé vraiment à m'entraîner sérieusement, pourquoi déjà le premier objectif, c'est déjà de gagner son premier match. Hein. Donc ça, c'est déjà c'est pas une masse à faire. Et après, c'est essayer de passer les poules, tout simplement. Par étapes, match de poule, qualification, huitième de finale, quart de finale. On essaye d'aller en 32e de finale, et puis après, ce qu'on veut, c'est gagner un tournoi. Quand on a gagné le tournoi, on passe au championnat de France, on passe aux Coupes du Monde. Et quand on a fini ça, on se dit mais pourquoi pas gagner tous les tournois, tous les masters dans la même année. Adam, de ton côté, c'était les mêmes objectifs que Miguel quand tu as démarré? Pas tout de suite. Non, c'était... Moi, en fait, j'ai commencé à 13 ans. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé, le baby, c'était pas trop ma priorité. Je voyais pas trop ça comme un sport déjà. Et puis, j'étais pas très impliqué et discipliné dans le jeu comme je suis maintenant, pardon. Et en fait, dès que j'ai commencé, effectivement, à passer les poules, comme a dit Miguel, ou même gagner un match éliminatoire, tout de suite, tu essaies de viser plus haut et puis tu donnes des objectifs qui sont plus durs à atteindre. Et petit à petit, tu arrives à un niveau qui te pousse encore plus à aller de l'avant, en fait. Justement, on découvre, là, Stéphane nous propose des images de toi étant relativement jeune. Tu peux nous les commenter, ces images, Adam? Là, par exemple, c'est mon tout premier tournoi à Saint-Herblain. J'avais 13 ans. Et donc, je ne savais pas du tout jouer. Je ne maîtrisais pas la balle. Là, le baby, c'était pas autant ma passion qu'à l'heure actuelle. Justement, là, on peut voir Bruce Serpin, là, avec moi. C'était mon deuxième tournoi, ça. Et voilà. Tu passais combien d'heures à t'entraîner comme ça quand tu démarres, Adam? J'ai commencé, moi, je passais beaucoup de temps à l'espace jeune, en fait, le mercredi après-midi, où là-bas, il y avait un billard, un baby-foot, etc. Et du coup, moi, je passais mes après-midi à jouer là-bas. Et puis, tout de suite, j'ai rencontré Jacques Devin, le président du club de Saint-Étienne-de-Montluc. Et donc, après, je suis allé jouer tous mes mercredis soirs et vendredis soirs chez lui. Et puis, quelques mois après, donc le Noël qui a suivi, j'ai eu pas un bonzini, mais une autre sorte de baby par ma mère et mes frères. Et donc là, j'ai commencé à jouer des heures et des heures sur le baby dans le sous-sol. Donc voilà. Mais c'était très compliqué puisque le jeu n'était pas le même. Et puis, il fallait s'adapter. Et puis, en tout cas, c'est une bonne expérience pour moi de changer de baby comme ça.
Voilà. Miguel, Miguel de Santos, je suppose que tu te retrouves dans les propos de Adam. Vous avez, bon, même si toi, Miguel, c'était à 9 ans et Adam un petit peu plus tard, mais il y a des similitudes quand même dans votre parcours jusqu'à présent. Oui. Oui. Bon, après, moi, j'ai toujours pas gagné l'Open double sur Bonzini, mais Tu l'auras un jour, t'inquiète pas. il me l'a enlevé en 2018. Donc, C'est ça, et Stéphane nous fera découvrir les images justement là, c'est d'une confrontation, je crois que c'était à Segré en 2019 entre vous deux, Adam et Miguel. Quel souvenir vous gardez de ce tournoi à Segré? Qui avait gagné ce jour-là? Ah, Miguel. T'as dit quoi? c'est ça. Alors, c'est ça, j'ai gagné. D'ailleurs, c'était aussi un des objectifs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a au club de Segré, lors de leur CDFP 1, il y a un challenge où il faut remporter 3 ans de suite le simple pour repartir avec un trophée. Et donc c'est pareil, ça faisait partie des objectifs et justement l'année de la confrontation, c'est là où j'ai remporté le fameux trophée. Donc c'était face à Adam. Non, ça c'est une demi-finale. C'était une demi-finale? Un quart, je sais plus. Ouais. Ça devait être un quart. T'as pris ta revanche un petit peu plus tard, toi, Adam, sur Miguel, là, ces images de vos confrontations en simple. J'ai souvenir que tu avais battu Miguel à Fontenay, hein. Ouais, je Fontenay-sous-Bois, bon. ouais. Fontenay-sous-Bois, ouais. Voilà. Là, tout à l'heure aussi, on découvrira peut-être quelques petites images de cet affrontement entre toi et Miguel à Fontenay-sous-Bois. En tout cas, que des bons souvenirs, hein, pour vous déjà. Déjà, quel souvenir vous gardez de vos confrontations entre vous deux? Bah, on se joue beaucoup quand même. Ouais. On est souvent amené à se jouer, de toute façon, plus en double qu'en simple, mais ouais, on se joue pas mal. Ouais. Et on va en découvrir, hein, justement des images là de... Voilà, exactement, Stéphane qui nous propose ces belles images. Donc je le disais, c'était lors du championnat de France, c'est ça, en individuel? C'est ça. À Fontenay-sous-Bois. Donc là, la revanche de Adam a sonné ce jour-là. Je crois que c'était en 8e ou en quart, Adam, hein? Ouais, quart, je crois, je sais plus du tout. Non, c'était avant, non? C'était en 8e? Ouais, c'était 16e. 16e. Ouais, c'est ça, ouais, 16e. D'accord. 16e. Donc là, c'était quoi, en 3 manches, Adam, que tu avais battu Miguel ce jour-là? Ouais. Mais c'était un beau match. Ouais, c'était un beau match. Justement, on a fait un peu de freestyle à une manche. Donc, tous les deux, on fait un peu... Ouais. Ah, on les voit, on les découvre, hein, ces images. Donc si vous voulez les commenter, allez-y, n'hésitez pas. Là, on voit justement, Adam, il y a quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse en découvrant ces images-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu joues en snake? Et est-ce que tu peux expliquer aux non-initiés ce qu'est cette technique de tir aux avants dit de snake? Okay. Bah déjà, le snake, c'est une roulette. Enfin, moi, personnellement, j'appelle ça une roulette contrôlée. Ouais. C'est-à-dire que la barre ne fait pas plus d'un tour. Voilà, on va le voir, là. Ouais. Voilà, j'ai pris un temps mort, parce que c'était une balle importante. Ouais. Et puis, il faisait très très chaud. Je sais pas si tu te souviens, Miguel, ce jour-là. Oh, carrément. C'était à Tlam. Voilà. Tout à fait. On était mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Exactement. Donc, c'était compliqué ce match-là en plus. Mais oui, effectivement, moi j'ai commencé à jouer en snake. En fait, c'est que déjà, je suis nul en main fermée. Miguel, il l'a vu à plusieurs reprises quand on s'entraînait ensemble avant des matchs ou autres. Et en fait, j'ai pas de coup de poignet comme certains ont. Et en fait, quand j'ai voulu progresser, il fallait absolument que je trouve un schéma de jeu qui me convienne et surtout auquel je n'allais pas changer. Et en fait, au début, j'ai joué en main ouverte et un peu en tiré, mais rien d'extraordinaire. Et grâce à Franck Maillet, avec qui j'ai fait mon premier tournoi SNFT2, avec Le Combray, j'ai découvert le snake. Et puis tout de suite, il m'a donné 2-3 conseils. Et puis moi, forcément, dès le lundi, en rentrant de tournoi du dimanche, je me suis entraîné justement à travailler ce tir-là. Donc maintenant, me voilà à jouer en snake. Et puis voilà. Donc on a un joueur dans Tourmente, quand il est à la barre, au bar avant, qui joue ses tirs en mode snake. Et on a un Miguel Dos Santos qui lui est plutôt main ouverte. Une main ouverte que tu maîtrises à la perfection,
Miguel, on le découvrira et on le voit là au fur et à mesure que des extraits de match passeront durant l'émission. En tout cas, voilà, aujourd'hui, tu es en main ouverte. Même si tu as changé ta technique il y a quelques temps de cela, hein, c'était quoi avant? Tu étais en main fermée plutôt. Il y a 3-4 ans, je crois que c'était en 2016, tu as décidé de changer ton tir et de passer en main ouverte. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi précisément et qu'est-ce que cela t'a apporté de changer cette technique de tir? Alors en fait, moi oui c'est ça, j'ai toujours joué en main fermée, donc au milieu du but. Et puis je jouais déjà en fait en main ouverte sur les tournois. J'allais moi en Belgique où c'était sur les kickers ou sur comment ça s'appelle, ou après sur Techball, là. Et donc là, forcément que j'étais obligé de jouer en main ouverte. Donc sur les tables étrangères, je jouais déjà en main ouverte. Et le fait de me faire gauler sans cesse en France, là je me suis dit va falloir changer quelque chose. Et donc du coup j'ai passé un an chez moi à jouer seul en main ouverte. Et pendant les tournois, je jouais quand même en main fermée. Et puis en cours d'un tournoi, je me faisais gauler comme habituellement. Parce que bon, avant de marquer un but, il me fallait bien 5 voire 6 balles pour jouer en main fermée. Et contre des joueurs, c'était bien pire, comme Driss ou Julien Vadurel du club. Donc là où je marquais vraiment pas du tout. Donc du coup, je me suis mis à la main ouverte et maintenant, on va dire que ça va beaucoup mieux. Bien. Ouais, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il a dit, Adam? Il marque très bien. Ouais. Le ratio à la barre avant est meilleur. Ouais. Il est meilleur. Moi, c'était pas compliqué quand même. Ouais, on va dire que j'étais parti vachement bas. Voilà. J'étais sûr de pouvoir faire que mieux. Et puis bon, en fait, j'ai vraiment changé parce que avant j'avais énormément de ballons à l'avant, de balles à l'avant, parce que je m'entraînais au demi, je devais être l'un des meilleurs, je pense, sans prétention. Et du coup, ce qui se passait, c'est que même si je marquais pas beaucoup, je savais que j'allais quand même avoir la balle devant. Donc, avoir les balles, ouais. Voilà, j'avais toujours les balles et j'avais ma main gauche qui m'aidait beaucoup, que ce soit au relance de l'arrière, comme pour les demi. Donc j'avais énormément de balles. Et le niveau en France a tellement évolué barre des demi qu'il a fallu que je sois, moi, plus performant barre avant. Donc c'est pour ça que j'ai changé de style de jeu. Là, on parle de vos qualités, notamment sur les barres avant et ou au demi. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous souhaitez, sur lesquelles vous estimez devoir tous les deux progresser techniquement? Ou est-ce que pour vous, vous avez de facto, de par votre niveau, atteint, vous ne pouvez pas aller plus haut, quoi, techniquement? Miguel? Miguel, ouais, ou comme tu veux. Vas-y, non, je suis en train de réfléchir. Pour moi, en fait, les demi, c'est pas question que de technique. C'est que je sais que personnellement, techniquement, au demi, on peut tous faire quelque chose. Et moi, particulièrement, je sais qu'il y a des choses, certains tirs que je peux faire. Mais je me suis vite rendu compte que la technique, à certains moments, ne suffisait pas. Et du coup, j'ai pu me rendre compte que le timing et la garde que pouvait te proposer ton adversaire avait quand même un impact sur chacun de tes passages. Et donc maintenant, tu vois, moi, on peut prendre l'exemple de Olivier Cobos qui a fait 2 principaux passages, et qui passe quand même à pas mal de monde. Et je pense que justement, c'est grâce à ça, à cette vision du jeu qu'il a en face de lui, qu'on lui propose comme garde, etc., qui passe autant de monde. Donc je pense que la technique, personnellement, je pense pas que ça soit très essentiel. Bien sûr qu'il en faut au demi, mais je pense que c'est surtout une vision du jeu aussi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Miguel, mais... Miguel va nous répondre. Mais de toute façon, pour moi, le timing, c'est 50% du but. Que ce soit au demi ou avant, le timing, c'est ce qui est le plus important. Alors, je suis entièrement d'accord. Voilà, tu vois, tu parlais d'Olivier Cobos, Adam. Il y a des images de lui. C'était à Bordeaux, je crois, non? Voilà. Bon, là, il a voulu tirer du lui. Voilà. Olivier Cobos, tu peux nous expliquer qui est ce joueur, Adam, pour les gens qui ne connaissent pas Olivier Cobos? Alors moi, je ne serais peut-être pas la meilleure personne pour vous renseigner là-dessus, mais je sais que ça fait des années et des années qu'il joue. Effectivement, c'est un grand joueur avec un sacré mental. Voilà, après, je peux pas en dire plus parce que ça fait très peu de temps que je suis dans le circuit. Je sais que ça fait très très longtemps qu'il joue. Voilà. En tout cas, c'est un très très bon joueur. Tu l'avais battu ce jour-là ou pas, Adam, à Bordeaux?
Non, c'était à Salaï, CFT2. Salaï, pardon. Ouais. Ouais, et il me semble qu'il m'avait battu. D'accord. Toi, Miguel, je suppose que en découvrant ces images de ce match entre Adam Tourmente et Olivier Covos, ça a été un super souvenir pour toi. Et je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a une petite anecdote autour de ça. Tu avais 15 ans quand tu as affronté la première fois Olivier Covos. C'était lors d'un tournoi à Sénart. Oui. Tu avais 15 ans. Olivier était déjà un joueur confirmé, titré, de très très haut niveau. Et tu l'avais battu ce jour-là, à l'âge de 15 ans. C'est exactement ça. Donc c'est pareil, ça faisait partie de mes premiers objectifs. Forcément, quand j'avais 16 ans, c'était de battre le meilleur joueur qu'il y avait au tournoi. Donc oui, c'était à Sénart en huitième de finale. Et donc c'est la première fois que j'ai battu Olivier Covos, qui était le joueur qui gagnait tout en ce temps-là. Voilà. Et là, on voit des images, c'était à Évry. C'était, je crois, que la dernière fois que tu l'avais rencontré en finale. Ça, c'était un drôle de match, ça. Simple, à Évry en février 2019, week-end du 18 et 19 février, je crois, Pourquoi de mémoire. un drôle de match? Bah, Adam va peut-être nous expliquer pourquoi, Adam. Bah, en termes d'émotion, je sais que Olivier, moi, il m'avait fait vraiment rire ce jour-là. Enfin, Miguel, je pense que tu es d'accord. Olivier sur un baby, il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Hein. C'est spectaculaire. Hein. À jouer, je sais que j'aime pas du tout, mais à regarder, c'est quand tu rigoles. Hein. Et pourquoi t'aimes pas jouer contre lui? C'est pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a quand même une personnalité un peu particulière. Olivier Covos explique pourquoi. C'est vrai qu'il a un jeu, je l'expliquais, de très haut niveau. Voilà. Et il peut déstabiliser parfois ses adversaires. C'est aussi le mental, hein, je veux dire, voilà, il teste ses adversaires. Il essaye de les intimider, entre guillemets, au mental. Des fois, ça marche, des fois, ça marche un petit peu moins bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne laisse pas insensible Olivier Covos dans le milieu du baby-foot, Miguel. Ah oui, oui, tout à fait. Après, je suis en pro avec, donc actuellement, c'est plus une personne que je côtoie énormément. Mais oui, effectivement, après, je veux dire, c'est un personnage et il a fait craquer pas mal de joueurs et craquer pas mal de gros joueurs. Et même encore maintenant, il est toujours dans le dernier carré. Hein. Bah. Et ça fait plus de 15 ans qu'il est toujours dans le dernier carré. Donc ça reste un très très bon joueur, attention. Bah, ce qui est vrai, c'est que t'expliquais l'histoire des dernières carrières et de retrouver Olivier Covos, c'est toujours en demi-finale ou en finale. J'ai remarqué quelque chose, c'est que généralement sur les tournois, on retrouve dans le dernier carré, enfin, on va dire à partir des quarts de finale, des CNFT ou des grands tournois, on trouve toujours les mêmes joueurs en simple, en individuel. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Miguel, on retrouve toujours toi, Olivier, des joueurs comme Yannick Correa et j'en passe, mais généralement vous êtes 5-6 joueurs comme ça qu'on retrouve Adel Yousfi, Sébastien Mequès, on retrouve toujours les mêmes à partir des quarts de finale. Il n'y a jamais de joueur surprise qui arrive sur les tournois, le joueur qu'on n'attend pas, c'est voilà. Il y en a un, toujours un. Il y a Johan Siko. Ah, Johan Siko. Bah, c'est souvent qu'il a fait des surprises. Mais est-ce que c'est régulier ou pas chez Johan? Non, bien sûr que c'est voilà. non, c'est un one shot, c'est quoi? C'est de temps à autre. Mais, ouais, enfin, Miguel, il y a plusieurs fois où tu l'as joué en dernier carré. Après, moi, je sais que ouais, non, le truc, c'est qu'il fait pas toutes les compétitions, donc on voit pas forcément, mais dès qu'il fait une compétition, il est toujours dans les quarts de finale, parce que de mémoire sur la dernière saison, moi déjà, je l'ai joué 2 fois. Et il me semble qu'il a pas fait plus de tournois. Donc je sais que j'ai joué 2 fois, une fois en quart, une fois en demi. Et là, Miguel, regarde, à l'antenne, on parlait des grands joueurs que vous ayez pu affronter. Il y en a un, c'est le dieu du baby-foot, hein, c'est le Zidane, le Messi, le Ronaldo, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, du baby-foot. Frédéric Collignon, le Belge. Donc là, c'était à Évry, je crois, Miguel. Il était en double avec Yannick Correa. T'étais avec qui ce jour-là en double, Miguel? Alors moi, je joue avec Sébastien Mequès, là. D'accord. Ce match-là. Donc, Sébastien Mequès qui joue aujourd'hui en double avec Adam. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous commenter ces souvenirs-là, Miguel, et cette rencontre face à la paire Frédéric Collignon, Yannick Correa?
Alors justement, en 2016, et il me semble que là, je joue encore en infirmé, d'ailleurs, pour démarrer le match, mais il me semble qu'en cours de partie, je me mets à la main ouverte. C'était, je ne marquais pas, et donc du coup, je me suis mis à la main ouverte pendant la partie. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet immense joueur, sur Frédéric Collignon, aujourd'hui retraité entre guillemets du baby-foot? Quel souvenir tu gardes de vos matchs en commun face à lui? Et moi, après, c'est pareil, j'ai connu, j'étais quand même jeune. Dernière confrontation, elle date d'il y a 4 ans. Donc, ouais, bon, 2016 par là. maintenant, ça commence à dater. Après, tout ce qu'il a fait, je pense que plus personne ne le fera. Aller gagner dans chaque pays sur différentes tables et gagner toutes les Coupes du Monde sur la même saison, les World Series sur la même saison, je trouve ça assez impressionnant. On a déjà du mal à aller gagner sur une table étrangère. Lui a réussi à le faire sur toutes les tables. Et je trouve ça très fort. Je trouve ça très fort. Après, bon, sur le baby, je pense pas comme lui, donc forcément que je vais pas en parler plus. D'accord. Mais voilà, c'est un très très bon joueur. Ce qu'il a fait, chapeau. Adam Tourmente, une opinion sur l'immense Frédéric Collignon? Moi, c'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup vu. Hein. Je l'ai vu peut-être une année. Et encore, j'étais plus jeune, donc je ne savais même pas que c'était le monstre du circuit. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le jouer en plus. Mais oui, beaucoup de personnes parlent de lui et il ne reste pas anodin quand il est dans la salle. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde autour de lui sur chacun de ses matchs et même hors de ses matchs. Non, après, oui, c'est sûr que c'est un très très bon joueur. Il sait tout faire aussi. Adam, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont aidé à atteindre votre niveau, qui est le vôtre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont, ou un joueur qui vous ont inspiré? Si oui, lesquels? Adam? Ouais, je commence. Ouais, Adam Tourmente. Alors déjà, moi, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, avec Franck Mailly. Donc forcément, lui, il m'a donné un peu les bases du Snake. Donc à ce moment-là, c'était vraiment lui, la personne... je voyais que par lui dans le baby quand j'ai commencé. Avant ça, il y a eu Brice Serpin, qui lui m'a mis un peu dans la compétition. Ouais. Et qui s'est occupé de moi sur mes formations, etc. Et après, en termes de technique, je regardais beaucoup de vidéos de Maxime Blin, ce qui m'avait toujours impressionné dans ce qu'il faisait dans ses vidéos ou même pendant ses matchs. L'adrénaline qu'il met quand il joue ou même ses techniques, ces différentes techniques qu'il mettait contre ses adversaires. Après, en termes de joueurs, je sais que, moi personnellement, je me suis fait mon propre jeu. Hein. J'ai pas trop regardé j'ai pas trop d'idoles ou des choses comme ça, mais non, je me suis pas inspiré d'autres joueurs. Est-ce qu'un joueur comme Yannick, j'ai fait comme ça, Ben. Est-ce qu'il y a un joueur comme Yannick Correa aurait été susceptible de t'inspirer? Adam, je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question-là. C'est parce que parfois, quand je te vois jouer et quand je vois jouer Yannick, vous êtes tous les deux joueurs de Snake et il y a des similitudes dans votre préparation au geste, dans le positionnement, quel est ton sentiment par rapport à ça? Effectivement, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que j'ai pris, par exemple, la position de tir à Yannick, son corps, je parle pas de sa main sur la poignée. Personnellement, j'avais un problème pour faire mes tirés ou autre. Miguel, c'est très bien que j'ai un problème avec la tirée, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, j'essaie de trouver une solution pour réussir, en fait. Et du coup, je me suis dit, vu qu'il met légèrement son pied en arrière, Yannick, ça laisse un peu plus de place pour emmener la poignée vers toi. Donc j'ai essayé. Donc là, effectivement, ça a été peut-être, je me suis inspiré. Là, on peut le voir. Voilà, par exemple. exactement. Voilà. Donc là, effectivement, ça, je m'en suis inspiré parce que, je trouve que ça m'a aidé, moi, pour m'attirer. Même si c'est pas encore ça, mais oui, là, je le sais pas. Il est en ligne. Yannick, je me permets de vous couper, les amis. Yannick est en ligne et Maxime aussi. Donc, un grand bonsoir à tous les deux déjà. Un grand bonsoir. Salut les gars. Et après, il y a une petite question de Maxime qui dit: Miguel, tu peux nous parler du match contre Fred au Master? Mais on verra ça après.
Et en tout cas, plein de bonjours. Il y a plein de gens en ligne. On a à peu près 90 en ligne en permanence. Et vous avez le bonjour de tout le monde, messieurs, les joueurs de Babi. Donc n'hésitez pas, messieurs, pendant le live, hein, ceux qui nous suivent ce soir avec Miguel et Adam, à nous poser les questions sur le live de Babyfoot TV. On reprendra les meilleures questions et on les posera à nos deux invités. Je reviens vers toi, Miguel Dos Santos. Donc, j'ai posé la question à Adam sur un petit peu des joueurs qui étaient susceptibles de l'avoir aidé et ou inspiré jusqu'à présent pendant son parcours. Donc, je te renvoie la question, Miguel, la même. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont inspiré et ou aidé? Il y en a, oui, il y en a énormément. Déjà, moi, quand j'ai démarré le baby-foot, je jouais à la Parisienne, donc en butée, en haut. Oui. Au tout début, donc, parce que mon père jouait comme ça, donc je me suis fait comme ça. Vu que c'était très compliqué à l'âge de 11 ans de faire une tirée longue, pile à l'équerre, j'ai changé, je me suis mis au milieu parce qu'il y avait Cyril Hérichet, qui était l'un des meilleurs joueurs. Il est de Rouen, lui, je crois. Il est de Rouen, c'est exactement ça. Et du coup, il jouait avec mon père en double. Donc du coup, je me suis un peu inspiré de son jeu en bougeant beaucoup au milieu du but. Après, j'ai vu que, par exemple, Olivier Covos, qui dégage main gauche, marquait énormément de l'arrière. Donc étant gaucher, je me suis dit, mais entraîne-toi aussi à dégager ma gauche de l'arrière. Donc oui, je me suis inspiré de pas mal de monde. Et puis, après, c'est pareil. Hein. On évolue à force de jouer contre d'autres personnes, et puis on prend ce qu'on voit dans tous les tournois, dans tous les pays. Et donc, ouais, si, il y a énormément de personnes sur qui j'ai dû piocher. J'ai pioché sur énormément de personnes. Ouais, effectivement, c'est bien, je trouve, de s'inspirer comme ça. C'est ce qui permet aussi de progresser finalement, parce que on trouve plein de bonnes idées du côté de chaque joueur, chaque joueuse, et ce qui définit après notre jeu, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Tout à fait. Miguel. Ouais. Donc je disais là, on voit des images de toi. Je crois que c'est toujours sur un tournoi à Segré. J'arrive pas à voir contre qui, par contre. La finale contre Daniel Kelovic. Daniel Kelovic de Lyon, c'est ça, le Lyonnais. Un autre excellent joueur, Daniel Kelovic. Hein. Pareil, qu'on retrouve aussi souvent dans le dernier carré. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. Il fait partie des joueurs qu'on retrouve à partir des quarts de finale, systématiquement. Il y a toujours un noyau de 6 joueurs qui est présent. Ouais. Il y a un noyau de 6 joueurs qui est présent. Donc là, encore la preuve. Hein, Daniel Kelovic qui est encore là en finale de Segré en 2019. Ah, il est toujours placé. Oui, c'est ça. Mais en plus, je gagne à la belle. J'ai envie de dire que, en plus, je le mérite pas forcément. J'ai pas super bien joué cette partie-là. Mais bon, j'ai quand même gagné. T'as des bêtes noires dans le circuit, Miguel? Non. Et toi, Adam? Une bête noire, j'en avais une. Des joueurs que tu n'arrives pas à jouer ou que tu éprouves vraiment des difficultés quand tu es face à eux? J'avais 2 bêtes noires. Qui ça? J'avais 2 bêtes noires. La première, c'était Sébastien Fedoche. Ouais. Ce mec-là, psychologiquement, il me tue à chaque fois. Et donc, j'ai dû trouver une autre solution pour le battre. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le baby. Et il est vachement intelligent dans les gardes qu'il a proposés ou autres. Pourtant, offensivement, c'est pas le meilleur. Mais défensivement, il est très fort sur toutes les barres. Donc, ça a été une bête noire pour moi pendant 1 an. Et l'année où j'ai réussi à le battre, ça a été après ensuite Miguel, qui a été ma bête noire pendant 1 an. Il ne savait pas, je crois. Ouais, si, ils en doutent quand même. Il m'avait suffisamment battu. Il fait le modeste. Il faut voilà. Donc ouais, Miguel qui faisait partie de tes bêtes noires, Adam. Ouais. Là justement, on découvre des images de toi, Adam. Maxime. Exact. Tu vois, tu nous parlais de Maxime il y a quelques minutes de cela. Pareil, c'est ce genre-là sur qui je me suis inspiré techniquement, hein, parce que il sait tout faire. Et puis moi, forcément, quand j'ai vu ça, c'est vraiment ce côté-là en fait qui m'a attiré dans le baby-foot. C'est vraiment
il y a une autre approche du baby-foot, hein. Malgré ce que les gens pensent. Moi, personnellement, je sais que c'est un d'erreur qui joue comme ça. Certes, c'est pas tout le temps performant, mais c'est une approche, moi, qui m'a vachement attiré au début. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à m'entraîner des heures et des heures sur un baby, à inventer des gestes, à découvrir un tir. Et c'est ce qui m'a aussi, aujourd'hui, donné une certaine, je dirais, aisance techniquement, parce que du coup, à force d'avoir joué des heures et des heures dans mon sous-sol, à m'amuser, en fait, tout simplement avec la balle, t'as une technique qui se met en place, et puis voilà, quoi. Et une technique qui se perfectionne, Adam, est-ce que alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai eu ouï dire que tu essayais de changer un petit peu ton tir à la barre des avants. C'est quoi? C'est un espèce de snake amélioré que tu travailles? En fait, puisque je joue moins, mais je suis toujours à la suite des vidéos et tout ça, hein, je regarde pas mal de vidéos dès que j'ai le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un petit souci sur mon barre avant avec mon snake. Bon, ça, je le savais depuis un moment, hein. C'est pas un sujet. Hein. Mais je cherchais justement à essayer d'améliorer la chose, en fait. Parce que avant, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes adversaires. Enfin, je sais que j'ai pas eu de problème, mis à part Sébastien Friedrich qui me goal très très bien. Je sais que ça a été rare où j'arrivais pas du tout à marquer, hein. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, mais qu'avec un tir, en fait, ou deux. Et donc, à force de regarder mes vidéos, ou même d'autres personnes jouant en snake, j'ai découvert une autre façon comment dire, d'amener mon schéma de jeu, en fait, par avant. Et donc, voilà, enfin, je sais pas trop comment expliquer, parce que j'ai découvert en m'amusant, en fait. Et donc, c'est quoi concrètement les changements que tu opères? C'est mon approche sur mon adversaire, sur ma barre avant, en fait. D'accord. Je reste en snake, hein, mais je comprends d'autres choses, ou je sais pas si c'est bon, hein, parce que malheureusement, avec le Covid, on n'a pas fait de tournoi depuis c'est ça. un an maintenant. Et donc, j'attends, c'est encore un point d'interrogation là-dessus, mais j'ai hâte de faire un tournoi pour voir si c'est bien, ou s'il faudra revoir, ou s'il faudra retravailler, ou améliorer. Et du côté de chez Miguel Dos Santos, est-ce qu'il y a des changements qui s'opèrent à l'approche de la prochaine saison? Si oui, lesquels, Miguel? Qu'est-ce que tu cherches à modifier dans ton approche du baby-foot techniquement? Alors là, j'avoue que j'ai vraiment laissé le baby de côté depuis un an. Donc, je joue quasiment plus. Donc, du coup, on va dire que ne sachant pas quand on reprendra réellement, j'ai du mal à me mettre sur un baby-foot et me dire, entraîne-toi. Déjà, je sais pas sur quelle table on va reprendre. On va peut-être un tournoi sur Léonard, sur Zini. Donc du coup, j'ai vraiment laissé baby-foot de côté et je profite de ma famille et on remettra le baby-foot quand on sera sûr de pouvoir rejouer. Là, je reprendrai mes entraînements un bon mois à l'avance pour dire d'être prêt. Mais pour le moment, j'ai pas encore réfléchi à si j'allais changer ou pas quelque chose. Je ne pense pas, j'ai déjà essayé de retrouver le niveau que j'avais lors de la saison précédente. Et puis après, je regarderai peut-être quelques vidéos pour voir ce qui a changé. Là, on voit justement une image qui passe. On parlait des grands joueurs. On continue avec eux, avec les grands joueurs que tu as pu affronter, Miguel, durant ton long parcours sur les compétitions. Billy Pappas. Avec une belle tenue sportive en plus. Billy Pappas qui est accompagné, je crois, de Frédéric Collignon. Et là, tu es en double, je crois que c'est avec Sébastien Meckès. C'est exactement ça. D'accord. Donc là, c'était du haut niveau face à vous, les gars, ce jour-là. Oui, là, Billy Pappas, en multitable, je pense que c'est le meilleur joueur techniquement. Quand il a envie de jouer, c'est le meilleur joueur. Lui et puis l'un des rares joueurs qui joue avec des claquettes, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, la tenue sportive. C'est le côté décontracte des Américains, tu sais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, Billy Pappas, comme Robert Assar, sont pour moi vraiment les deux joueurs multitables les plus forts techniquement. Et c'était encore un gros match. Hein. Et pour preuve, il vient en France sur Bonzini en double, même s'il joue avec Frédéric Collignon, il a quand même gagné son double. Ouais. Toi, Miguel, tu es resté combien de temps membre de l'équipe de France? Parce que je sais que depuis quelque temps, tu ne fais plus partie de l'équipe de France, non? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de regoûter? Est-ce qu'on te reverra porter le maillot de l'équipe de France, avec lesquels tu as vécu
de grands événements, hein, et notamment, je pense à ce titre en 2013 à Nantes face aux États-Unis. Pourquoi déjà tu fais plus partie de l'équipe de France, Miguel, si c'est pas indiscret? Alors depuis qu'il y avait eu toutes les modifications concernant les primes pendant les tournois, qui ne font que baisser, nos inscriptions ne changent pas, on est toujours au même tarif, par contre les primes n'arrêtent pas de baisser. Ensuite, à part les dernières saisons, à part les derniers tournois faits avec l'équipe de France, où là on était quand même défrayés, on était défrayés d'ailleurs. Moi, j'ai démarré l'équipe de France, j'avais 18 ans, j'ai dû acheter mon survêt et puis mes polos. Ouais. Ah, effectivement. Donc, mais tu crois bon, qu'un jour, quand même, on te reverra avec ce beau maillot? on verra qui sera sélectionneur, on verra que la Fédé fait pour l'équipe de France. Après, t'as posé la bonne question, mais mais oui, ça sera à voir sur le, on verra au moment présent. Je dis pas que je suis totalement fermé, mais le choix du futur sélectionneur sera important pour toi, c'est ça? oui, je pense, ouais. T'aimerais Oui, voir bien qui sûr. en tant que sélectionneur concrètement, puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'était Jean-Marie Blanchard. T'espères qui voir aux commandes de cette équipe de France senior? Alors, moi, pour le moment, un des sélectionneurs que j'ai eu, bon, après, j'ai eu mon père, donc forcément, je ne peux pas en parler. Ouais. Je ne serai pas objectif. Mais non, après, sur ceux que j'ai eu, je dirais que Jean-Marie, c'est le sélectionneur qui a fait le mieux son boulot. Et, moi, j'ai été capitaine de la dernière Coupe du Monde. On a passé des heures complètes, des soirées complètes à parler d'habits avec Jean-Marie pour préparer la compétition. Et non, enfin, moi, je trouve que c'est un très bon sélectionneur. Là, on voit, c'est des images. Le revoir me ferait plaisir. Ouais. Parmi les grandes compétitions à laquelle tu as participé, Miguel, il y a les images qu'on découvre là. C'était à Las Vegas en 2018, International Cup. C'était face à Kevin Romero, je crois, sur ces images-là. Là, ça fait quoi d'aller affronter les Américains sur leur terre et avec leur table Tornado? C'est très, très, très compliqué. C'est-à-dire on va dire que même le joueur le moins bon de chez eux serait dans les 32 premiers français. Ouais. Donc chaque match est très, très, très compliqué. En plus, nous on a quand même l'habitude de les voir lors des World Cup, les Américains, mais le niveau que Springman, par exemple, qui est pour moi le meilleur joueur, le plus pro, le niveau qu'il a aux États-Unis et le niveau qu'il a en France, quand il vient faire la World Cup, il est à 50%. Et j'ai vu des matchs, où il y a zéro déchet. Il y a zéro déchet. Et ça, je l'ai vu qu'à Las Vegas. Là, on découvre la table américaine, donc la fameuse table Tornado. Quelle sensation tu as sur cette table-là, Miguel, comparativement à, mettons, quand tu joues sur Bonzini, sur la table française? Alors moi, je la trouve vachement lourde. Je pense que c'est une table vachement physique. Quand vous jouez dessus 2 jours, le troisième jour, ça devient vraiment très très compliqué. Parce qu'il y a pas mal de joueurs, de joueuses qui la citent comme leur table favorite, hein, cette fameuse Tornado là qu'on voit à l'écran. Ouais, bon, moi je suis pas forcément d'accord parce que je la trouve relativement. Enfin, c'est pas on peut faire énormément de choses, mais à choisir comme table préférée, forcément que je vais prendre la Léonard. Parce que déjà, moi je trouve que la table Léonard, tout le monde peut jouer dessus. N'importe qui dans ce pays arrive sur le Léonard, il joue 1 heure dessus, il sait jouer dessus. Le Tornado, il va falloir quelques jours avant de savoir vraiment faire un beau passage d'ennemi et un beau tir à l'avant. Adam, ouais. Vas-y, je te laisse finir, Miguel. Donc oui, après c'est vrai que la table est carrée, mais ouais, non, je suis pas fan plus que ça du Tornado. Adam, t'étais où toi en 2018 pendant cette International Cup à Las Vegas aux États-Unis? Tu faisais partie du groupe des joueurs ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Donc ça fait partie de tes futurs. Mon écran Kuzum. Ouais. J'ai regardé justement Miguel jouer.
Et les autres d'ailleurs. Il y avait Estelle Jaco, je crois, la même année. Ouais, et je crois qu'il y avait Olivier Covos aussi, Miguel. Ouais. Ouais. Olivier Covos y était, ouais. Ouais. Ouais, il y avait 3 joueurs français et une française représentée par Estelle Jaco. C'est ça. Et ça avait donné quoi vos résultats sur ce tournoi, Miguel, à l'International Cup, finalement? Alors, l'International Cup, bah, c'était l'équipe d'Europe qui avait gagné. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est l'Europe qui avait gagné. Et puis après, il y avait un tournoi, en fait, il y avait le Master, donc avec les 16 joueurs, les 16 meilleurs joueurs au monde. Ouais. Et donc là, c'était Tony Springman qui avait. Donc c'était un multitable et c'était Tony Springman qui avait gagné. Et là, qu'est-ce qui passe à l'antenne, Miguel? Là, on y vient. Parmi tes grands souvenirs, ce titre, donc en 2019, je le rappelle, à Saint-Wendel en Allemagne, Coupe du Monde sur table Léonard, table allemande. Miguel Dos Santos Lot et son papa Hervé, qu'on voit ici sur les images, sacré champion du monde en double. Première fois que les Français gagnaient sur une table Léonard. Quel souvenir, Miguel? Quel souvenir? Quel grand souvenir? Ah, mais là, c'est magnifique. Hein. On avait déjà. On avait fait, pour l'histoire, on avait fait champion de France déjà ensemble. Donc, déjà, gagner un tournoi avec son père, c'est beau. Donc, on avait fait champion de France en 2013, il me semble. Et puis, on a quasiment toujours joué sur table étrangère ensemble. Et l'année, donc en 2018, on avait fait 3e de ce même tournoi. Des World Series. Et puis là, en 2019, on fait 2e de l'Open Classic, donc sans les snakes en gros. Et puis le lendemain, on gagne ce tournoi. Donc ça reste l'un des plus beaux souvenirs. Adam, Après, il faut savoir aussi se projeter et pourquoi pas maintenant essayer de gagner une World Cup en multitable. Eh ouais. Ce qui serait bien à ton actif, Miguel, c'est que tu puisses gagner effectivement en individuel, en multitable. C'est un titre que tu n'as malheureusement jusqu'à présent jamais obtenu, je suppose. Et que tu te prépares par rapport à ça. Non, ça fait partie quand même de quelque chose que tu gardes là un petit peu dans le coin de ta tête. Te dire un jour, voilà, je veux continuer, voilà, à me donner les moyens pour atteindre ce titre de champion du monde individuel sur multitable. Ah oui, mais ça reste c'est le gros objectif que j'ai, hein, de remporter un jour cette fameuse World Cup. Après, c'est loin d'être facile, mais en travaillant, j'espère y arriver un jour. Adam, c'est ton objectif aussi de pourquoi pas un jour gagner un titre comme ça en multitable, en individuel, parce que toi, on va découvrir les images tout à l'heure. Tu as un titre donc de champion du monde en double, c'était avec Sébastien Mequès en 2019 à Mondeville. Ouais. Hein. C'était face justement à Miguel et à Sébastien Zapater, un autre superbe joueur. Voilà, quel souvenir tu gardes de ce titre, Adam, et voilà comment est-ce que tu t'étais préparé en compagnie de Sébastien Mequès à cette compétition? Pour être honnête, je me suis préparé à une semaine du tournoi puisque c'était ma période de bac, donc bac blanc, pardon. Je devais réviser à Donf, et puis j'avais un deal avec ma mère. Si je voulais aller en tournoi, il fallait que j'ai des bonnes notes et un bon bulletin. Donc, il fallait que je sois à fond à l'école pour être à fond d'avis. Et donc, il me restait une semaine en fait pour préparer le tournoi. Mais je sais que techniquement, je ne me suis jamais trop entraîné moi, les tournois. Moi, je sais que pour me préparer des tournois, je regarde pas mal de vidéos, je m'entraîne seul, peut-être, mais pas des heures et des heures non plus. Alors, on les revoit les images, hein, avec grand plaisir. Ouais, là, c'était un beau match. Tu as une table préférée, toi, Adam? Est-ce que tu as une table, là, Miguel nous a répondu tout à l'heure, donc je te renvoie la même question. Est-ce que tu as une table préférée, Adam? Forcément, hein, si on élimine les Bondini, moi je pense que ce serait le Tornado. Parce que comme a dit Miguel tout à l'heure, il y a quand même pas mal de choses à faire sur cette table. Moi, à l'inverse de Miguel, le Léonard, j'ai du mal. Parce que justement, ça se rapproche trop du Bondini. Pareil pour le Roberto Sport. C'est une table que je prends pas de plaisir à jouer dessus. Il n'y a pas de difficulté qui fait que tu as envie d'apprendre, tu as envie justement de savoir faire autre chose que ce que tu sais faire sur le Bondini, tu vois. Et là, le problème que je rencontre avec ces tables-là, avec le Léonard et le Roberto, c'est que mon jeu sur Bondini,
à quelque chose près faire le même sur cette table-là, en fait. Mhm. Je ne prends pas de plaisir. Mhm. Mais par contre, avec une table qui a des difficultés comme le Garlando ou le Tornado, bah, tout de suite, c'est un autre enjeu. Et donc, je sais que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer sur cette table-là. Adam, je vais te relayer une petite question que nous a posée Jules Yendo Chart pendant le live. Il voulait savoir, on le voit sur ton poignet droit, tu as tendance à jouer avec une bande de grippe jaune sur ton poignet. Quelle différence y a-t-il entre jouer comme ça quand on joue en snake avec un grip autour du poignet, une bande de grippe, et admettons un gant de golf finalement? Bah, déjà, pour le snake, je trouve que le gant, à moins d'avoir un gant qui remonte vachement sur le poignet, comme Julien Pierron, par exemple, lui met un gant qui remonte vachement sur le poignet. Oui. Je sais que moi, je suis pas à l'aise. Maintenant, pourquoi je mets un strap? Moi, c'est tout simplement parce que quand tu joues sans strap, au bout d'un moment, tu as une corne qui se fait au bout de ton poignet. Et celle-là, en fin de journée, je peux te jurer que ton poignet commence à te brûler gentiment, tu vois. Donc, je me suis retrouvé des fois à ne plus pouvoir tirer tellement j'avais mal. Il fallait absolument que je trouve une solution. Donc là, j'ai fait un peu. À ce moment-là, j'ai fait comme Adelius Lee, qui lui fait ça aussi. Et donc, bah, j'ai décidé de mettre en place ça sur mon poignet, et puis ça m'a aidé. Puis tu vois, depuis, c'est resté. Mais sinon, la différence, je sais pas, je peux pas trop dire parce que moi, justement, le gant, j'ai jamais trop aimé. Mais ouais. Après, ça dépend aussi de la personne, hein, de comment il se sent. Du moment que tu sens bien ta poignée, c'est le principal. Miguel, toi, tu n'as jamais eu besoin de ça, de gants de golf pour t'aider dans tes tirs ou des poignets, des bandeaux de grippe autour de tes poignets. Toi, rien de tout ça. Hein. Toi, c'est main libre. Ah oui, moi, non, rien de tout ça. Alors, j'ai essayé le gant. Et le fait de pas sentir la poignée, non, ça ne m'allait pas. J'aime bien la sensation de la poignée dans ma main. Du coup, le gant m'enlevait ce plaisir-là. Il m'enlevait ce plaisir-là. Donc, du coup, non, j'ai juste un doigtier sur la poignée, et puis un peu de magnésie, et on est parti. Messieurs, une petite question. Ouais. 4 sachets de bonbons à ses pieds. Ah oui, et bien sûr, et les 4 paquets de bonbons. Et les quoi? J'ai pas compris. Excusez-moi, les gars. J'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Il a des paquets de bonbons remplis dans son sac et pour chaque match, il les sort. Enfin, tu vois bien en dessous de la table, ses paquets de bonbons, ses gourdes. Miguel, des fois quand je t'ai vu sur des tournois, t'es quand même pas mal bourré de tics hein, tu fais partie de ces joueurs, c'est étonnant. Non, c'est vrai que quand je me regarde jouer, j'avoue qu'il y a énormément de tics et tout ce que vous ne voyez pas pendant les vidéos. Parce que tu embrasses ta bague, tu... non, c'est impressionnant. Mais du matin que je me lève, je suis déjà toqué. Ah ouais. Quand je suis en tournoi de baby-foot. Alors que dans la vie, je ne le suis pas du tout. Ouais. Et en tournoi, je suis toqué. C'est quoi? C'est que t'as trop la pression, Miguel. C'est que t'as trop la pression. Ouais, mais non, c'est que j'ai l'envie de jouer. Et justement, et quand je les ai pas, c'est je sais très bien que je n'ai pas cette envie. Mais vu là que ça fait 1 an et demi qu'on joue pas, ça va être démultiplié tes tocs alors à la reprise là de tout ça. Oh là là. T'es mal, Tintin. Avec les bonbons, les... il a un stock de bonbons de ouf. C'est bon, il a passé un deal avec Haribo, tu sais. C'est exactement ça. Ils pouvaient me sponsoriser d'ailleurs. Je vois que tu as déjà un sponsor sur ton maillot en tout cas. Ouais, c'est ça, Athès. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sponsor-là? Parce que là, tu vois, on parle de sponsoring. On est en plein dedans. C'est Alban Levaux, de Paris, qui font tout ce qui est nettoyage. Donc, qui sponsorise le club depuis maintenant 2 ans, il me semble. Donc, c'est l'un de nos plus gros sponsors. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve sur nos t-shirts. Bon, malheureusement, on n'a pas encore pu faire de tournoi pour les mettre en avant. De le mettre en avant, c'est Bien ça. sûr. Mais on espère reprendre vite pour faire quelques photos de podium avec ce maillot. Adam, là on voit Miguel avec son beau maillot de Montreuil-sur-Mer. Toi, tu as rejoint le club des Raptors charentais il y a de ça quelques tout petits mois maintenant. Donc un nouveau changement de cap, un nouveau changement de club pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix de quitter les Coyotes d'Evry et de rejoindre les Raptors charentais, chers au président Mathieu Udry?
Déjà, moi, je sais qu'avant le Covid, je suis rentré dans une phase avec le baby-foot où je prenais plus beaucoup de plaisir à jouer. J'avais plus le même état d'esprit que quand j'allais sur un tournoi. J'avais plus la même envie, la même motivation. Et puis, je voyais, je manquais de conviction dans chacun de mes tirs. C'était rédhibitoire. Tout de suite, je l'ai vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai pris pas mal de recul, en fait, je me suis moins entraîné et j'étais plus à donner des conseils à droite à gauche. Et je sais que dans ma région, je donne pas mal de conseils aux jeunes et à ceux qui viennent en tournoi. Et donc là, en fait, Mathieu Udry, quand il m'a proposé son projet, en fait, donc, comme il a pu le dire dans la précédente émission, je sais pas, il y a combien d'émissions là ça fait combien de temps qu'il est passé, Mathieu Udry? Oh, il y a 2-3 mois, je crois. Ouais. En fait, j'ai un rôle de formateur. Donc, c'est une approche du baby que j'avais jamais connu, en fait. Et donc là, c'est ce qui m'a motivé. Avec Evry, j'avais vraiment l'esprit compétition, le haut niveau, hein, faut le dire, hein, parce que c'est quand même un sacré club avec de nombreux grands joueurs. D'ailleurs, ce club-là m'a permis de faire les plus grosses compétitions, hein, les Champions League, et puis surtout de gagner les championnats de France des clubs, les Coupes de France et tout ça. Mais du coup, en fait, là, le moment où moi j'avais moins de plaisir et la proposition de Mathieu, c'est tombé au bon moment. Et donc, moi, c'est forcément aider les nouveaux arrivants dans les clubs ou les former, et puis pourquoi pas créer une équipe qui est partie de zéro. Je trouve que c'est un autre objectif et qui est tout autant motivant que gagner un tournoi, en fait. Et là, tu te dis pas que de passer des Coyotes d'Evry qui sont quand même en France l'un des clubs les plus titrés au Raptor charentais, tu te dis pas tiens, je vais peut-être par équipe obtenir beaucoup moins de résultats maintenant que je suis au Raptor, parce que c'est pas le même, avec tout le respect qu'on a pour le travail de Mathieu et de ses équipes et les Raptors charentais, tu as peut-être moins de chances de gagner en équipe. Je dis pas en individuel, hein, tout à fait. Hein, Adam, mais en équipe, tu vas pas faire la Champions League tous les ans, hein, ou tous les 2 ans. Hein. Non, je sais bien. Mais la Champions League, je l'ai faite 2 fois, dont une fois où j'ai un grand souvenir d'ailleurs. Et puis, comme je dit tout à l'heure, ça je le savais, hein, je savais à quoi m'attendre. Hein, je savais qu'il y avait des choix à faire, des fois qui. Voilà, c'est des choix qui était dur à prendre, mais au final. C'est un choix financier aussi, Adam, non, d'avoir quitté les Coyotes pour les Raptors? En toute honnêteté, oui et non. Oui, parce que. Non, parce que. Je vais commencer par non, parce que je pourrais dire la suite. Non, parce que Evry défraye pas mal ses joueurs pour les déplacements, les inscriptions et tout ça. Et puis oui, parce que forcément, Mathieu me propose le club, pardon, parce que c'est pas Mathieu, me propose de me payer mes inscriptions et mes déplacements pour chacun de mes tournois. Mais c'est même pas le changement de club, il est même pas lié à l'aspect financier, hein, il est vraiment lié au projet sportif, en fait. D'accord. C'est vraiment une autre motivation. Et puis, pour revenir à ta question tout à l'heure par rapport au championnat de France des clubs ou les compétitions de ce style-là, oui. En fait, c'est un autre plaisir. Parce que du coup, je repars de zéro, en fait. C'est comme si tu faisais un reset. De faire monter le club, de former les joueurs, de vraiment le. Enfin, je sais pas, je trouve moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et puis, tu vois, un jeune club comme celui-là, l'objectif, c'est de le faire monter petit à petit. Mais pas de faire monter le club, c'est aussi de faire progresser les joueurs, de faire monter le club. Ouais, t'avais besoin d'un nouveau challenge, voilà. Quoi, quelque part. Exactement. Et en fait, ça a été le bon moment. Attention, je dis pas, hein, je serais peut-être amené à retourner à Evry parce que ça a été de très belles années là-bas. Et puis franchement, je me sentais bien. Bon, à la fin, un peu moins, mais oui, c'était un bon club, très formateur. J'ai eu des opportunités que j'aurais peut-être pas eu ailleurs. Donc oui, repartir au Coyote d'ici quelques temps, c'est pas une porte fermée pour moi. Ouais. Mais d'abord, je veux vraiment réussir cet objectif-là avec les Raptors et faire de mon mieux pour vraiment aider les jeunes joueurs, les jeunes joueuses aussi, parce qu'il y a pas mal de filles là-bas, parce qu'il manque de féminines, hein, je trouve, sur le circuit français. Et donc voilà, c'est une autre approche qui me motive et franchement, moi, qui est intéressante en fait. Miguel, t'en penses quoi de ce changement de club et de cette nouvelle orientation, ce nouveau challenge pour Adam? Et deuxième question,
Miguel, qu'est-ce qui pourrait, toi, de ton côté, te faire changer de club, même si on sait que tu as juré fidélité au club de Montreuil? C'est sympa. Alors donc oui, je veux bien comprendre ce qu'il veut faire. Après, j'ai un peu plus de mal sur le fait de se sacrifier des Champions League et d'aller jouer en Coupe de France en national. Je pense pas que tu vas prendre énormément de plaisir. Je pense que après, pour former les jeunes, ouais, je suis d'accord. Oui, je conçois, je le comprends. Mais je me dis qu'après, sportivement parlant, je pense que Régresser? tu vas aussi t'ennuyer lors de tes déplacements. Aller faire, avec le niveau que tu as, aller jouer en national, je suis pas sûr que tu prennes beaucoup de plaisir, quoi. Ouais, mais comme je dis, c'est Je pense que tu vas deux compétitions dans l'année. Ouais, c'est 2 compétitions dans l'année. Et et du coup, c'est 3 parce que tu enlèves aussi la Ligue des Champions. Ouais. Ça fait beaucoup, Adam. Donc Ça fait beaucoup, mais je vois plus le Babi comme avant pour le moment. Donc c'est ce qui fait que je suis plus autant motivé à vouloir gagner, à vouloir aller sur les tournois. Si, les tournois, parce que maintenant, il y a voir du monde, tout ça, c'est... Hein? C'est un passage, on l'a tous. Moi aussi, j'ai eu le passage. J'ai eu le passage de dire purée, j'ai voulu plus, j'ai plus envie, mais ça, c'est un passage qui va durer 6 mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à un certain niveau, et en fait, tu vas être forcément avec le niveau que tu as atteint. Tu as envie d'évoluer, mais c'est compliqué d'évoluer. Donc, limite, après, tu commences à voir que tu régresses un peu, donc tu perds un peu de motivation. Mais c'est un passage à passer, si tu veux. Il y a un moment où quand tu verras Ivry partir, aller faire la Ligue des Champions et que tu seras derrière ton écran en train de regarder non, il y aura plus qu'au Zoom, mais si tu seras en train de regarder. Il y aura Baby Foot TV, Miguel. Il y aura Baby Foot TV, tant mieux. Allez, donc je pense que là, il y a ce moment-là que tu te mordras les doigts, ouais. Je pense. Mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais moi, personnellement, je pense que justement, cette trêve, si je peux dire, va me remotiver, en fait. Et le fait ça va me redonner envie de voir mes anciens coéquipiers, mes anciens clubs partir à la guerre comme ça, comme j'ai pu aller avec eux. Je sais que ça va me redonner envie. Et là, à l'heure actuelle, c'est vraiment un problème de motivation. Et je sais que repartir de zéro, ça va me faire du bien, ça va me donner envie. Comme là, le Covid nous empêche de faire les tournois, je sais que ça me donne envie de jouer au badminton. Et là, ça va me donner envie de partir chez les Raptors, ça va me donner envie de retourner dans un gros club, de repartir dans l'esprit de compétition. Et puis et voilà. Et je sais que pour le moment, je ne l'ai pas. Et même là, avec 1 an de pause, je ne l'ai encore pas. Donc je sais que pour moi, au fond de moi, je reste persuadé que c'est le bon choix. Après, l'avenir me le dira. Hein. Mais je me connais suffisamment pour savoir que ce ne sera pas un problème pour moi de rester motivé et surtout de rester au top niveau, si je peux dire. Miguel. Et puis Adam, comme ça, tu viendras commenter avec nous les matchs sur Baby Foot TV. Hein? C'est bon, on a trouvé un consultant, Polo. on est bien, Tintin. Et puis il a l'air de connaître son sujet. Ouais. Bon, c'était la petite aparté. Miguel, est-ce que toi, du côté de Montreuil, t'es défrayé pour tes inscriptions, tes déplacements? On écoutait tout à l'heure Adam l'expliquait très bien. Est-ce que toi, de ton côté, Montreuil te défraie pour... C'est Mathieu Udry qui pose cette question. C'est Mathieu Udry, donc le président, je le rappelle, des Raptors charentais, justement, qui nous suit en direct. Ouais, donc tout à fait, oui. Donc nous, c'est pareil, hein, le club défraie inscription, hôtel. Mais chaque joueur met quand même une participation de 50 € pour ses déplacements. Hein. Et que ça soit un Pro Elite ou un Série C, c'est pour tout le monde pareil. Et donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, la deuxième question. Qu'est-ce qui me ferait quitter le club de Montreuil? Je ne vois pas, en fait. Je pense rien. Si, un club un nouveau club qui arrivera avec des moyens, avec un projet sportif. Je pense même pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a vraiment rien qui me ferait quitter le club de Montreuil. Parce que tous les tournois majeurs, je peux les faire avec le club de Montreuil. J'apprécie toutes les personnes qui sont au club de Montreuil. Et il y a une entente, une superbe entente. Nous, quand on fait les tournois, le dimanche soir, si je suis encore qualifié, limite tout le monde reste
tout le monde reste jusqu'à la finale, même si on a 5 heures de route derrière. Ouais. Et les joueurs restent et m'encouragent, et ça me fait vachement plaisir. Bon, après, ça me coûte un dessert, parce que si je gagne le tournoi, je suis obligé de payer le dessert sur le retour. Bah, t'as des bonbons dans ton sac. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais les payer. Là, c'est peut-être ce qu'ils veulent, en fait, c'est les bonbons. J'ai un peu de mal à les donner, hein, en plus. Donc, Ouais, mais ouais, non, je pense qu'il n'y a rien qui peut quitter le club de Montreuil. Bah, en tout cas, quand on disait qu'il jure fidélité, là, je crois que tu le dévies pas de sa route, le Miguel. Là. C'est Ah, non, Montreuil, non, ouais. Montreuil, Montreuil. Alors Polo, Exactement on te ça. demande les bénévoles dans tout ça. Polo, quand est-ce que tu parles des bénévoles apparemment? T'entends pas du tout, par C'est contre. Daniel Dupuis. Dupuis qui pose la question. Je ne sais D'accord. J'ai pas entendu la Oui, question. non, mais non, Ah, non, ouais. c'est un internaute, Daniel, que je connais. Je crois qu'il était du club de, qui était du club de Odile et Franconville. Daniel. Maintenant, je crois qu'il est à Oui. Fontenay, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est Ouais, ça. ouais. Ils sont bénévoles, c'est vrai. Je les vois souvent pour les connaître, Ouais, ils sont pour moi. très souvent présents sur les compétitions. pas. C'est sûr que sans les bénévoles dans des Eh ouais. manifs comme ça, Donc- c'est donc- dur à organiser. Donc, effectivement, j'avais dit parmi les sujets que je souhaitais, pour répondre à Daniel, pour les sujets que je souhaitais aborder dans les émissions futures, faisait partie et effectivement de mettre également en avant ces personnes qui contribuent de très près au bon déroulement des compétitions, des manifestations. Et t'inquiète pas, mon petit Daniel, on va y arriver. On laisse passer quelques émissions et dès que j'ai le temps, on va bien évidemment parler également et mettre en avant vous autres bénévoles. Je reviens un petit peu avec Miguel et puis Adam. Miguel, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton souvenir donc en 2013 avec l'équipe de France, plus en détail. Nantes 2013, gros souvenir, vous battez les Américains. Tu te souviens qui tu avais affronté en simple? Oui, j'avais joué Ryan Moore sur Fireball en ce temps-là, c'était. D'accord. Et Ryan Moore sur Tornado, tu l'as joué? Oh oui. Et alors, quel conseil tu peux nous donner pour lui mettre un but sur Tornado à Ryan Moore? Alors, je vais pas pouvoir vous conseiller beaucoup parce que j'ai pas beaucoup marqué. Ah ouais, c'est Donc, pour du ça que coup, je te pose la question. Je sais pas, et essayer d'esquiver ces deux joueurs, par exemple. Ça Pas m'aiderait bien. évident. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Pas évident. J'ai pas réussi à le faire. Mais oui, donc pour revenir sur 2013, je préfère parler de 2013 que de 2019 à Murcia où j'ai vraiment pas marqué. Donc ouais, non, oui, avec l'équipe de France, donc là, on a gagné on gagne la World Cup. Donc j'ai été en simple moi, contre Ryan Moore. Ouais. Donc je gagne mon match et je dois même gagner sur le Fireball. Je gagne ma manche sur Fireball. Ouais. Donc c'est pareil, hein, ça a été l'un des plus beaux tournois, je pense, que j'ai fait de ma vie. Ouais, il y a Stéphane qui nous prépare quelques petites illustres là pendant que tu parles, Miguel. J'ai jamais vu autant de spectateurs pour du baby-foot. Ouais. Donc Bah, c'était à Nantes et c'était bondé de monde. Et putain, t'étais minot, gamin là. 2013, t'avais nanana, 25. 7 ans, t'as 32 ans, t'avais 25 ans. J'avais 23 ans. 23 ans. 2013, j'avais putain. 23. Waouh. Ouais, j'avais 23 ans, j'étais tout jeune. Ah ouais. J'étais tout jeune. Et ouais, bon après, c'est des bonnes expériences. Hein. C'est comme ça. Et là, l'équipe de France était composée de sacrés bons joueurs. Hein. Donc Miguel Dos Santos, il y avait Adel Yousfi, il y avait qui? Gaël Lagrange, Sébastien Ouais, il y avait Mequet, Gaël Julien Lagrange, Lebec, Julien Lebec, Zapater. Sébastien Zapater. Frédéric Leroux, Oui, et Frédéric Leroux, tout à fait. Maxime Ouais. Blin. Maxime. Max. C'est une belle réal, ça. Ouais. Avec la caméra comme ça. Ah non, si, c'était une belle. On avait une très belle équipe. On avait une très belle équipe. Et qu'est-ce qui a fait la différence ce jour-là? Qu'est-ce qui vous a valu la victoire? C'est quoi? C'est l'état d'esprit du groupe? C'est le public, l'apport que ça se joue en France à Nantes? C'est Alors le public, c'est bien. C'est pas je me rappelle de ça. Oui, je suis sur une bande de l'arrière. Ouais, il me parle là, sur internet, alors je sais pas si ça vous parle, ça, la fameuse bande de l'arrière à 4-4. Ça vous parle, ça? Ah oui, c'est celle-ci. C'est celle qu'on vient de voir. Alors ça, j'ai c'est envie de dire Mathieu... que- Ah bah, on la revoit au ralenti là. Martin Villejoubert qui parle de ça. Alors je ne sais pas si ça vous dit. C'est ça. Quelqu'un. Et donc en fait, c'est une bande que je m'amusais à faire déjà sur le Léonard et sur Fireball, c'était la première fois qu'on touchait ce baby-là. On ne connaissait pas du tout et quand je suis arrivé dessus, limite c'est le premier tir que j'ai réussi à faire.
Ah ouais. Pour relancer de l'arrière. Donc je me suis dit, c'est pas grave, garde-le, tu le mets dans un coin et une balle importante, et ben ça sera le moment de la sortir. Ah, il y a du Et j'ai monde. Hein. cette fameuse balle importante. C'était Et dans la du vie coup, d'avant, ça, Stéphane. Hein? C'était dans la vie d'avant. Ah ouais, mais là, tu te rends Je sais compte. pas, Mais ils ont pas de masque. 3-4 000. Ces gens n'ont pas de masque. Mais c'est fou, ça Ouais. existait à un moment donné alors. Ouais, ça fait limite drôle. Ah, Ça fait c'est ouf, bizarre. hein. C'est ouf. Hein. Ça fait bizarre Ah dans là ton là monde là au mètre carré. C'est incroyable. Adam, ça te fait quoi, toi, de revoir ces images? J'y étais Tu les- pas. Non, Je mais veux pas encore remettre. tu les as découvertes, ces images-là, de ton Ah côté oui. quand tu regardais les vidéos, mais putain, tu vois le public, tu vois ces tables-là, Bah, tu vois ouais. l'ambiance, c'est un truc de psychopathe. C'est ouf, Hein. c'est ouf. Vivement Bien qu'on sûr. retrouve ça hein, dans le sport, dans le spectacle, dans la culture, dans l'événementiel. C'est incroyable de pu vivre ça. On est sur une autre planète, les mecs. Bon, bref. Miguel, vainqueur en équipe de France en 2013. D'accord? Mhm. Vainqueur avec ton père en 2019, table Léonard. Ouais. Sur la tête des canards, le jour où tu deviens champion du monde individuel en multitable, là tu arrêtes tout, tu stops. Fin de donc, carrière, tu raccroches les crampons, enfin tu raccroches les poignets, tu fais ton jubilé, tu pars comme un seigneur. Elle est pas belle l'histoire. Ah ouais, non, je pourrais même pas, c'est une drogue. Le baby-foot, c'est une drogue. Non, Ah, pense c'est que- jusqu'à la fin, ça, je crois. Non? Ouais, je pense que je finirai comme Arthur Barman. Carletta, Tu finiras barman. au pire, c'est barman, il faudra quand même un baby. Mais Voilà, non, ouais, j'ai fait une fois où j'ai loupé un tournoi, je devais avoir 18-19 ans. Et je m'en suis tellement voulu tout le week-end de ne pas y avoir été que depuis ce temps-là, j'en ai pas loupé un. Enfin, si, j'en ai loupé juste pour les naissances de mes filles. Sinon, j'ai pas loupé un seul tournoi. C'est incroyable. Chemin de France à Blagnac. Qu'est-ce que ça dit, Adam? Le gars, il avait loupé les chemins de France à Blagnac. Ouais, c'est exactement ça. C'était en 2015. Ah, et C'était en 2015. quand les compétitions vont reprendre, les gars, vous allez être partout. Vous allez faire un CNFT 1, CNFT 2, CNFT 3, 4. Ah, là, ils ont envie de jouer, là. Ma parole d'honneur, vous serez partout. Tu m'étonnes. Et Ouais, ça commence à chauffer un petit peu. Là. c'est ça. Et je Ah suppose que tu as dû voir avec Mathilde, Miguel, déjà pour quand les compétitions vont reprendre. Je pense que ton planning est. Tu as coché tous les week-ends, là, toutes les cases, non? Ah, Moindre mais de petit toute tournoi, façon- tu seras présent. Comme Adam, de je toute suppose. façon- De toute façon, elle sait très bien. Dès que ça reprend le premier tournoi, j'y suis. Après, elle vient ou elle ne vient pas. Hein, mais elle sait très bien que moi, j'y suis. Ah bah, tu seras, elle y sera parce qu'il faut rappeler quand même que Mathilde Douillet, qui est ta compagne, ta femme, est aussi joueuse de baby-foot. Elle est partie de l'équipe Tout à de fait. France. Elle a été deux fois championne de France en double avec Séverine Macrel. Voilà. Ah, j'ai pas d'image. Excuse-moi, je savais pas, mais j'ai préparé Ah ouais, non, l'émission mais- et j'avais pas d'image. Et membre de l'équipe de France aussi. Mathilde, elle a été en 2019, elle faisait partie de l'équipe de France. Oui, c'est bien Donc- ça. C'est bien ça. Donc voilà, dans la famille Dos Santos Lot ou Yel, c'est que du haut niveau. Hein. Mais oui, puis bon, du coup, c'est vrai qu'il y a un repas de famille, quand c'était avec mon père, ça parle forcément baby-foot, vu qu'on est, on est tous dedans. On est tous dedans. Et, Donc parfois je joue le mixte avec Mathilde et puis le lendemain je joue avec mon père. Donc après ouais on est 15 jours sans faire de repas parce que forcément qu'on se permet de dire des choses quand on joue avec son père ou sa femme qu'on C'est ne dit ça. pas, C'est qu'on ça. dit pas à notre partenaire. Hein. C'est clair. C'est très pas famille, évident. c'est très famille tout ça. Adam, Miguel Dos Santos nous évoquait qui faisait souvent jusqu'à présent les tournois en mixte, donc avec sa compagne, avec Mathilde Ouyel. Toi jusqu'à présent tu faisais les mixtes avec Malika Senoussi. Malika Sinissi, ouais, de Toulouse. Ah bah elle est en ligne. Elle est en ligne, Malika. Ouais. Eh ben un grand bonjour Ah, à elle, Elle est Malika. en ligne. Elle vient de poser une question. Bonjour. Exactement. Et J'allais parler de toi, Malika. Exactement, elle dit seule et unique fois où j'ai joué avec Miguel, je crois. C'est ça. C'est ce qu'a dit Malika. Ouais, on a fait des Bonsoir, champions de Malika. France. Donc je disais, Adam, jusqu'à présent, tu jouais avec Malika. Tu nous disais que tu formais ton actuelle compagne au baby-foot, c'est je suppose pour faire des compétitions avec elle plus tard. Donc tu ne joueras, ça Ouais. signifie quoi que tu ne joueras plus avec Malika Senoussi en double Eh mixte? ben, pour le moment, tout dépend de plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'envie de ma copine. Si elle a vraiment envie de jouer, si vraiment elle prend autant de plaisir que moi, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle joue parce que Bien je sûr. joue au baby-foot. Ensuite,
Ensuite, ça dépend aussi de si vraiment elle a vraiment envie de se lancer dans la compétition. Et surtout, je veux pas qu'elle soit dégoûtée du baby, donc je prends le temps de bien l'informer avant, de donner deux, trois conseils, pour vraiment qu'elle se sente bien en fait. Et qu'elle soit pas frustrée. Parce que moi, j'ai connu la frustration quand j'ai commencé à jouer au baby-foot. Je sais que ça peut être vite rédhibitoire. Donc voilà. Bah après, c'est à toi d'être patient, c'est à elle d'être à ton écoute. Puis Bien crescendo, les choses vont se développer naturellement. Je crois savoir qu'il a déjà de l'arrière une bonne main ouverte, Adam. Ouais, je lui ai pris la main ouverte. Là, je commence à lui apprendre le snake. Ouais. Donc, non, c'est bien parti. On profite du confinement, du temps, avant les examens en mai. Donc, ouais, on joue pour s'amuser. Et puis, bah, tu vois, petit à petit, je lui donne deux, trois conseils. Hein. Forcément, j'ai envie qu'elle joue bien. Hein. C'est ma copine, donc j'ai envie qu'elle joue correctement au baby-foot. Et pourquoi pas espérer après qu'elle joue elle-même de son côté en féminine et jouer avec elle, pourquoi pas en mix. Oui. Avec plaisir d'ailleurs. Alors, il faut d'abord que tout ça soit prêt. Il y avait une question là sur vos plannings d'entraînement pendant cette période voilà, qu'on vit, qui est assez. Ah bah Miguel, il l'a expliqué. Hein. D'accord. Et donc Miguel, pas d'entraînement quoi. Si tu vas reprendre d'un coup. Et Adam lui se saigne apparemment. Adam on l'a perdu. Vas-y Miguel, parle. Donc, ouais, non, moi en ce moment c'est rien du tout. Hein. Ah ouais. Rien du tout, c'est zéro, pas d'entraînement. Allez, 1 heure dans le mois, je passe vite fait à côté des baby-foot et puis je mets une balle dans le baby et je joue. Mais non, pour le moment, vraiment, rien du tout. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, dès que ça va reprendre, dès qu'on sera sûr qu'il y a un tournoi, je pense qu'un mois avant, oui, je reprendrai à 1 heure par jour, d'entraînement. Mais là, actuellement, non, je vois pas l'intérêt. Pour moi, on ne jouera pas en 2022. En 2021, on jouera en 2022, donc non. Et toi, Adam, par contre, de ton côté, tu te saignes, hein, entraînement à fond les ballons. Hein. Bah là, en fait, ça fait 2 semaines, effectivement, que je reçois JC Fossati, qui vient... Jean-Christophe. Une des personnes, voilà, une belle personne, qui m'a aidé aussi à jouer au baby-foot en compétition, parce que forcément, j'étais jeune quand j'ai joué sur les tournois à Pétaouchnok, donc il fallait que... Il y a quelqu'un pour, entre guillemets, choisir sa responsabilité pour m'emmener au tournoi. Donc, lui, il m'a permis justement d'aller en tournoi, de me déplacer. Donc, je le salue au passage, s'il me regarde. Je fais un gros bisou parce que franchement, il m'a vachement aidé. Et oui, là, depuis, en fait, j'ai fait une session avec lui. Et depuis, tu vois, je joue de temps en temps, mais je joue pas mal. Ouais. Aujourd'hui, j'ai fait 2 heures, 16 heures, enfin hier, pardon, 16 heures 18 heures. J'ai joué tout seul, hein, mais voilà. Un petit kiff une fois de temps en temps. Quand je passe dans le garage, ça me donne envie de jouer. Donc, voilà. Et puis après, tu vas pas les repasser et puis tu continues. Et tu continues. Les gars, j'avais une question donc, qui me vient à l'esprit avant la fin de l'émission. Je souhaite vraiment vous la poser. Donc, vous avez découvert, vous êtes rentré dans le milieu du baby-foot ultra jeune. Je le rappelle, Miguel à l'âge de 9 ans et Adam Tourmente à l'âge de 15 ans, 14, 15 ans, 13 ans. Par là, Adam, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. J'ai commencé à 13 ans. D'accord. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment vous avez vécu la transition du passage des juniors vers les seniors. On va démarrer par Miguel Dos Santos. Ah oui, bon, comment je vote les Alors bon, la question. Alors bon. J'ai pas forcément ressenti du fait que des gens juniors, je remportais des CNFT1 du temps où j'étais junior. Donc, et puis j'ai été donc champion de France en simple junior en 2008 et en 2009 j'ai gagné aussi les championnats de France individuels en senior. D'accord. Ouais, donc la transition passage junior vers les seniors, tu l'as quand même plutôt bien vécu, quoi. Oui, ça s'est très bien passé vu que j'ai pu remporter la compétition. Mais oui, comme je disais, j'ai remporté déjà des CNFT1 donc à cette époque-là en étant junior. Donc ouais, non, j'ai pas eu trop de changements. Ça m'a pas changé plus que ça.
Et toi, dans cette transition, passage des juniors vers les seniors? Non, je l'ai pas subi en fait. Parce que comme c'est un peu comme Miguel en fait. J'ai gagné des CNF1. Enfin, mon premier CNF1, je l'ai gagné, j'étais encore mineur, hein, donc j'étais encore dans les juniors. Mhm. Donc non, je l'ai pas subi, ça m'a pas posé de problème. Par contre, ce qui m'a posé problème, c'est passer effectivement du baby loisir au baby vraiment compétition. Où Ouais. là, voilà, c'est autre chose. Mais non, sinon, junior, senior, non. Non, ça m'a pas impacté. Au contraire, d'ailleurs. Ça m'a juste poussé à évoluer, Et, à progresser encore plus comment dire, de réussir à s'imposer en étant junior. C'était très compliqué, tu vois. Tu arrives dans un circuit avec des adultes. bah, c'est ça, c'est la question que j'allais te poser justement. Voilà, t'arrives. La maturité, surtout. Exact. Tu passes des juniors aux seniors. T'as quoi? T'as 17, 18 ans. Bref, t'es mineur. T'affrontes des papas de 30 ou 35 ans. Ça doit faire bizarre quand même, non? C'est bizarre. Et aujourd'hui, parce que c'est tout de peut-être suite, ces personnes-là qui te demandent des conseils autour de la table durant les tournois, quoi. bah, certaines, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, effectivement, ça fait bizarre hein, quand tu vas jouer quelqu'un qui pourrait être ton père. Tu sais, c'est déjà rien que par respect, tu vois. Un truc tout con, hein, demander une faute. Moi, par exemple, demander une faute à Giuliano Bentivoglio, Ah oui. bah, enfin, j'ai du mal, tu vois. Mais j'ai pris l'extrême pour que vous compreniez un peu l'image. Mais Ah, voilà. t'as le respect, entre guillemets, Bah des ouais, joueurs d'expérience, et puis, tu des sais, anciens, avec tout le respect qu'on leur doit, quoi. bien sûr, parce que moi, quand j'étais dans les juniors et que j'ai commencé un peu à performer, bah, tu sais, t'es un peu sur la pointe des pieds parce que tu as envie d'exploser, parce que t'as envie de jouer, t'as envie de découvrir, t'as envie de gagner. Mais tu dois réfléchir aussi à prendre du recul à ton comportement. Moi, je sais que j'ai des problèmes quand j'ai commencé le baby à des comportements. Euh, donc, tu vois, tu dois réussir à t'adapter parce que c'est un monde d'adulte, hein, tu vois, Et et c'est quand ça. t'arrives, c'est pas facile. Regarde, Et Adam, donc, du coup, tu dois. on parle des joueurs, excuse-moi de te couper, c'est parce que l'image passe là à l'antenne. On voit des images de joueurs d'expérience. À ta gauche, bah, Sébastien Mekkes. C'est quelque Ouais. part, en quelque Non, sorte, entre super vous deux, partenaire. le choc des générations. Adam Tourmente, Ah, ça, un jeune de c'est un truc de 19-20 fou. ans, face à un joueur d'expérience comme un super mec, Sébastien Mekkes. Bah, justement, c'est vraiment le, le bon exemple parce que, si tu veux, quand j'ai commencé à jouer avec Sébastien, c'est très compliqué pour moi de m'imposer. Et ça m'a posé problème hein, à plusieurs reprises hein, parce que déjà dans mon jeu, je n'osais pas certaines choses puisque je voulais pas le décevoir, je voulais pas qu'il pense que je fasse n'importe quoi ou des trucs Ouais. comme ça, tu vois. Mhm. Donc j'étais pas moi-même et donc j'étais pas bon, tu vois, et je prenais pas de plaisir à jouer. Ouais. Et du coup, c'était très compliqué. Et puis un jour, voilà, j'ai voulu m'imposer. J'ai dit, Seb, faut qu'on parle. J'ai expliqué ma problématique. Je lui ai dit que moi, j'avais besoin d'un peu plus m'exprimer sur la table, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, bien sûr. Bien sûr. Et je sais que quand je joue en double, j'ai besoin d'être un peu le meneur du double. Pas le meneur en mode c'est moi le plus fort, etc. Non, non. Mais le meneur dans le sens où j'aime bien faire un peu ce que je veux et donner ma vision des choses et partager ma vision des choses à mon partenaire pour me sentir à l'aise. Et là, en fait, Seb, où il a été extraordinaire, c'est il a vraiment accepté, euh, malgré que ce soit un grand joueur, tu vois, il a accepté de s'éteindre un petit peu, hein, s'éteindre dans le bon sens, hein, mais de me suivre. Et donc là, bah, depuis qu'il a accepté ça et qu'on a revu notre approche ensemble en double, bah, c'est là qu'on a commencé à vraiment performer ensemble et à prendre énormément de plaisir ensemble, puisque du coup, quand on joue, on peut le voir hein, à plusieurs reprises, la cohésion qu'on a ensemble quand on joue. Euh, le World Series contre Miguel, Ouais. en Serbie, la Champions League, malheureusement, on n'a pas la vidéo, mais on fait une remontée de 14 points avec Sébastien, où on joue avec Evry contre Villeurbanne en demi-finale. Mhm. C'était un match en 40 points, tu vois, et puis avec Seb, on reprend la manche, on est mené de 14 points, et tu vois, on fait la remontada. Plus personne n'y croyait, mais au moment où je suis rentré sur la table avec Seb, bah, on était sûr de nous. Comme quoi, ça Parce qu'on joue n'a pas vraiment douté. dans les moments difficiles, quand il faut serrer les coudes. Exactement. C'est au mental, hein, le baby-foot. Hein. Et moi, j'ai eu énormément de chance de tomber avec lui parce que je pense aussi que son métier a aidé aussi parce que Seb, il travaille dans les auto-écoles, donc il a l'habitude de côtoyer des jeunes comme moi, ses élèves, tout ça. Mhm. Donc je pense qu'il avait un côté avec moi un peu pédagogique qui m'a vachement aidé et surtout qui m'a mis à l'aise. Et tu vois, maintenant, quand on se parle, on voit pas la différence d'âge parce qu'on est là à déconner, on est là à être sérieux. Franchement, on a trouvé un peu, on a installé une ambiance qui est vachement. Enfin, moi, j'adore hein, jouer avec Seb.
Enfin, c'est un kiff à chaque fois, je prends du plaisir. Voilà. Donc là, c'est Mais sûr parce que que tu. justement, Ouais. parce que justement, il m'a laissé être moi-même, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que n'importe quel joueur pour en témoigner, c'est que quand tu joues au baby-foot ou autre, hein, et que t'es pas toi-même, bah, tout de suite, ça se ressent et ça te frustre, tu vois. Mhm. Et moi, il y a un moment, tu vois, à force d'en avoir parlé à droite à gauche, j'ai compris qu'il fallait que je m'impose et que je dise les choses à Seb. Et puis tout de suite, tu vois, on a discuté, on a trouvé un terrain d'entente. Et maintenant, tu vois, ça se passe très très bien. Enfin, on kiffe, hein, tu vois. Voilà. Comment Et vous êtes ça, venu je souhaite. comment vous êtes venu à jouer ensemble en double l'un avec l'autre? C'est quoi? C'est toi qui l'as sollicité, Adam? C'est lui qui t'a appelé un jour, qui t'a dit voilà, j'aimerais jouer avec toi? Comment votre Du tout. duo Rien à s'est voir. formé? Alors, c'est simple. C'était un tournoi à Segré. Seb de jouer avec Miguel. Mais Miguel n'était pas sûr de venir, etc. Ça s'est fait au dernier moment. Et donc là, je reçois une demande par Seb, si je suis toujours disponible, etc., ou si j'ai envie de jouer avec lui. Malheureusement, j'étais déjà pris. Mais je lui ai dit, pourquoi pas, on fait ça quand tu veux, tu vois. Et puis moi, quand je vois le message de Seb, tu vois, t'as les cœurs dans les yeux, t'as envie. Ça brille, limite, ça brille. Franchement, je le dis maintenant, mais sur le moment, c'était vrai. Hein. J'avais limite envie de lâcher mon partenaire pour aller jouer avec Seb, tu vois. Mais je l'ai pas fait parce que, tu vois, il faut prendre du recul. Mais tellement j'étais content et j'y croyais pas, tu vois. Et puis, bah, forcément, la fin de saison avec Miguel, quand ça s'est terminé entre deux, Seb, je lui ai sauté dessus. Hein. Et j'ai saisi l'opportunité. Et puis, tu vois, ça s'est très, très bien passé. Euh, et puis, tu vois, la première année, on gagne le SNEF 15 secondes ensemble. Et puis, bah, là, c'est là où l'histoire a commencé. Et puis, tu vois, maintenant, franchement, c'est un truc de fou. L'histoire qu'on a fait ensemble en peu de temps, la cohésion qu'on a ensemble quand on joue ensemble. Enfin, moi, j'adore, tu vois. Je souhaite à tout le monde parce que c'est même plus, ça va au-delà du baby, tu vois bien. C'est que même quand en tournoi ou en match, ça va pas être bien pour lui ou pour moi, je suis en confiance, tu vois, parce que je suis avec mon partenaire, parce que je sais qu'il doute pas de moi, tu vois. Et, et je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand tu joues en double avec quelqu'un où tu sens que la personne croit en toi et qu'elle est là vraiment pour te tirer vers le haut et qu'elle est là malgré que ça va pas pour toi, tu vois. Et je pense que tu vois, on est vachement complémentaires. C'est que lui, son expérience, sa qualité de jeu, etc., m'a poussé justement à gagner en expérience aussi, hein, parce que j'ai dû m'adapter. Hein, faut pas croire. Au début, jouer avec Seb, c'était la pression. Hein. Bien sûr. Il a quand même une posture sur la table où il a un petit ego aussi. J'espère qu'il me regarde parce qu'il va savoir par lui-même. Mais qui fait que fallait pas rester, tu vois, sans rien dire. Et tout de suite, tu vois, avec Seb, bah, maintenant, c'est une belle histoire. Et tu vois, moi, il m'a dit que après la prochaine Coupe du Monde, il arrêterait de jouer au Babi. Rien que pour ça, j'ai pas envie de la gagner. Pour qu'il continue avec moi, Pour tu que le vois. mec il continue 20 piges. C'est beau ce Bah que tu oui. viens de dire. Bah oui. Bravo. Bah ouais, parce que franchement, c'est une belle histoire que j'ai vis avec lui. Attention, on dirait un petit couple, hein, mais au Babi, on est un petit couple, hein, vraiment. Hein. On est toujours ensemble. Je le fais chier, il me fait chier. Enfin, franchement, on adore, tu vois. Et c'est ce qui fait notre force, hein. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait technique et tout ça. Il y en a, ils ont beau être forts techniquement, ça fait pas tout, tu vois. Ou même deux gros joueurs ensemble en double, tu peux voir que ça n'a pas forcément autant d'impact que deux peut-être joueurs un peu moins forts, mais qui performent tout autant. Tu vois, par exemple, du club de Miguel, il y a deux joueurs qui sont pas du top niveau, mais qui sont un peu en dessous. Grégory Ducrot et Julien Vadurel. Ouais. Tu vois qu'ils sont pas des top joueurs, hein, mais ces mecs-là, parce ils avaient une certaine cohésion quand ils jouent ensemble. C'était beau à voir. Tu sentais qu'ils étaient ensemble, qu'ils se tiraient vers le haut ensemble, tu vois. Et ça, c'était une force pour eux. Et ils ont battu des très très grosses équipes. Mais parce que justement, il y a cette cohésion, il y a cette confiance. Et quand tu joues avec quelqu'un, quand tu joues avec ton partenaire et que ça se passe comme ça, qu'est-ce que tu veux? T'as tout gagné. C'est même plus beau que de gagner un tournoi, tu vois. Après, la victoire, c'est le plus, tu vois. Mais une victoire, ça se construit, ça se prépare. Tu vois, on parle beaucoup de l'entraînement, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Faut discuter. Nous, avec Seb, on a passé du temps à se parler. Tu l'aimes ton Seb, toi, hein. Tu l'aimes, hein. Non, mais c'est bien de rendre hommage. Mais oui, bien sûr. C'est excellent. Parce que j'ai beaucoup appris de lui, tu vois. Et ce mec-là, il est vachement discipliné au niveau babi. Hein. Avant l'alimentation, le sommeil. Moi, quand je me retrouve dans la chambre d'hôtel avec lui le soir et qu'il me dit à telle heure je dors,
demain matin un bon petit déj. Sportif de haut niveau, hein. À 19h Ah, c'est un au truc lit, de c'est fou. un peu comme le président, on nous le dit en ce moment, à 19h au lit, Bien sûr. va te laver les Et mains. franchement, mais c'est ça. Et tu vois, j'ai beaucoup appris de lui. Et si aujourd'hui je suis en fait arrivé à ce niveau-là, il y est pour quelque chose aussi. Parce que j'ai appris de lui et parce qu'il a quand même une certaine expérience qui fait que tout de suite, quand tu joues avec ces joueurs-là, Ouais. tu peux que progresser. Il y a une petite question, frérot, non? Non, c'est pas une question, c'est juste un constat. Apparemment, Malika, qui dit la Serbie est un des plus beaux matchs que j'ai vu dans le circuit. Trop d'émotions. Voilà, apparemment, c'était un très très beau match. Malika Senoussi. Bah, La Serbie. tu vois tout le monde qui. Ouais. Ils disent, C'était un truc c'est de quand fou, même hein. balèze de dire un des plus beaux matchs que j'ai vu dans le circuit quand même. Ça ouais. devait être Bah, en énorme. fait, si tu veux, ça devait être moi énorme. qui jouais, moi j'ai très peu de. Heureusement qu'il y a les vidéos, hein, parce qu'il faut savoir que quand tu joues C'est ça. avec l'adrénaline et tout ça, tu vois pas ce qui se passe autour de toi, tu vois bien. Ah Et tout de suite, quand tu vois les vidéos, ça te redonne une petite émotion que t'as pas forcément sur le moment. Eh ouais. Moi, tu vois, quand je vois la vidéo de la Serbie où je marque le fameux but, tu vois, t'as tout le monde qui me saute dessus et tout ça, les cris, tout ça. Et quand toi, tu viens de marquer les buts, tu te rends pas compte de tout ça. Tu vois, t'es dans ta bulle, t'es encore. Bon, on continue à jouer, tu vois. Alors que. Donc c'est pour ça, c'est un truc de fou, le Babi. Il y a vraiment des. Je souhaite à tout le monde de vivre ce genre de choses. Vraiment. En tout cas, Miguel, il en a vécu de belles choses. Tout à l'heure, tu parlais, Adam, de l'importance de choisir son partenaire de double. Toi, Miguel Dos Santos, jusqu'à présent, tu jouais avec le club de Montreuil en compagnie de Sébastien Zapater. Voilà, un super méga bon joueur. Bonne mentalité, franchement, un mec, je kiffe bien le voir jouer sur un baby. Sébastien. Ah oui, Et vous jouez plus ensemble, malheureusement, puisque bon, Sébastien Zapater est parti à Toulouse, a signé là-bas. Mais pourquoi qu'est-ce qui vous a amené à arrêter votre collaboration entre guillemets? Alors, je dirais que c'est moi, hein, c'est moi qui ai été arrêté. Non, mais la première saison, tout se passait très très bien. Enfin, Zap, moi, c'est une personne, que ce soit sur le baby ou en dehors du baby foot, que j'apprécie vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à moi parfois. Alors, contrairement à Adam, à la base, j'aimais bien changer de partenaire. Moi, j'ai commencé le baby foot, on faisait pas une saison complète. C'est-à-dire que moi, je faisais un tournoi, le tournoi d'après, j'étais avec un autre joueur, et forcément, je changeais de partenaire à chaque fois. Donc, forcément, en faisant ça, ça prend beaucoup de monde. Donc, à la base, moi, j'étais parti là-dessus. Et puis après, j'ai joué aussi 3-4 ans avec Sébastien Meckès. Oui. Et pareil, il y a un moment où forcément que ça commençait à faire long. Et là, du coup, 2 ans avec Zap, et là, du coup, je vais me retrouver avec Patrick Fournier. Eh oui. Des infos des journées, alors que le tournoi n'a pas repris. Donc, du coup, j'ai toujours pas joué avec. D'ailleurs, on va peut-être même pas un peu le contact parce qu'il y aurait peut-être un tournoi en Allemagne fin juillet à Ottweiler. Donc, je me dis que ça il pourrait peut-être être maintenu sur Manzini. Fin juillet ou fin août, je ne sais plus. Mais j'ai déjà eu des échos. Mais du coup, oui, je redémarre avec Patrick Fournier alors je n'ai jamais joué avec, mais je veux dire en dehors du baby foot, je l'apprécie énormément et je trouve que c'est un très très bon arrière. Et je pense que justement le fait de toujours devoir rester devant me forcera à être encore meilleur que je ne l'étais. Ouais. Et est-ce qu'il y a des chances dans le futur de voir Miguel Dos Santos et Adam Tourmente en double? Non. Qui sait, d'ici une paire d'années, je serai peut-être trop vieux pour jouer devant. Me recycler à l'arrière. Donc, Adam, ça sera pas pour demain, mais qui sait? On n'est pas à l'abri. Avec plaisir. Hein. On n'est pas à l'abri. Ah, il y a un message là, Miguel. Qui se forme. Allez les gars. Non, je préfère l'avoir en face de moi qu'avec moi. C'est ça. Ouais, moi aussi, je comprends. J'ai toujours préféré avoir les bons joueurs en face de moi qu'à côté de moi.
ça. Les gars, il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble, un petit peu moins. J'ai encore quelques petites questions avant de... Et ouais, Miguel, je vois que tu regardes ta montre, mais... Ah ouais, non, mais ça passe vite. C'est un truc de Alors, fou. on est déjà ça fait presque à beaucoup. 1h40 d'émission, les amis. Et je peux vous dire qu'on bat un record de personnes connectées simultanément. On est à peu près à une centaine de personnes connectées simultanément. Donc, après, quand on regarde sur l'ensemble, voilà, on sait que ça... La dernière émission, on était à peu près à 70. 60, ouais, un truc comme ça, 70 et au final il y a à peu près 4000 connexions qui sont passées, donc on verra les chiffres, mais en tout cas c'est une très belle émission et il y a beaucoup d'interactivité, ça parle entre eux, c'est sympa comme tout. Ça partage. Ouais, ça partage, ça échange, et voilà, il y a du monde, il y a des joueurs, des entraîneurs, des bénévoles et voilà. Et tout à l'heure on voyait des arbitres, Polo. Alors ça c'est quelque chose que j'aimerais bien moi, parce que c'est quand même pareil, un taf, les arbitres. Pareil, ça fait partie des émissions que je souhaite mettre en place dans le futur, mettre en avant aussi l'arbitrage. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on découvrira dans les émissions futures. Là, c'est des images, c'était en 2019 à Murcia. C'était Miguel Dos Santos face à l'Américain Ryan Moore. D'où ma question précédente, Mickaël, pendant l'émission où je te demandais comment est-ce qu'on fait pour mettre un but à Ryan Moore sur une table tornado. Là, tu vois, on est en plein dedans. Hein. J'ai pris 5-0. C'est ça. Effectivement. Mais alors, du coup, je vais préférer éviter de parler de ça et je vais rebondir sur les arbitres. Non, tu vas nous parler de ça. Non, mais c'est vrai que les arbitres, félicitations à eux parce que. Ouais, des fois. Ils ont quand même parfois un rôle ingrat, quoi, les pauvres. Ah oui, non, mais alors moi, tout à fait. Franchement, faut être courageux pour être arbitre des fois. C'est vraiment dur. Non, j'ai toujours eu un grand respect pour les arbitres qui m'ont arbitré, même si parfois ils font des erreurs. Ça reste des humains. Donc, c'est ça. Et je veux dire, on n'a pas la VAR. Donc ils peuvent faire. Bah oui, donc ça arrive d'avoir des erreurs, mais je trouve qu'ils sont pas assez soutenus. Et c'est dommage qu'il en ait pas plus. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas plus. Après, moi, je trouve ça aussi dommage que, par exemple, les 16 meilleurs joueurs français ne soient pas directement arbitre national. Parce que je pense que sur les 16 meilleurs joueurs français, on sait quand même les règles, un minimum. Donc, je me dis que ça pourrait soulager la base d'arbitres qu'il y a déjà. En tournoi, on se retrouve souvent avec des matchs qui doivent démarrer parce qu'il n'y a pas assez d'arbitres, alors que les joueurs voudraient un arbitre. C'est ça. Et je pense que ça les soulagerait. Les gars, avant de nous quitter d'ici 5-6 petites minutes, donc 2-3 petites questions qui me viennent à l'esprit. Miguel et Adam, qu'est-ce que vous apportez concrètement, très concrètement, le baby-foot? Qu'est-ce qui vous apporte ce sport? Moi, il m'a apporté beaucoup de choses en fait. Déjà, faut savoir que quand j'ai commencé le baby-foot, j'étais au collège. Ouais. Donc, j'avais des problèmes de poids. Ouais. Donc, j'étais victime de plusieurs insultes et compagnie. Gros manque de confiance en soi, tout ça. Ensuite, les mauvaises fréquentations, tout ça. Donc, en fait, quand je suis arrivé dans le monde du baby-foot, ça a été un monde d'adultes. Donc, une autre approche. Tout de suite, tu dois t'adapter, tu dois essayer d'évoluer pour essayer pour pouvoir participer à des discussions avec d'autres joueurs, etc. Sinon, tu te fais pourrir. Moi, au début, je suis arrivé au baby, je le croyais dans ma cour de récré au collège. J'étais un branleur. D'ailleurs, le papa de Miguel, j'ai une petite histoire avec lui, à Gauchy. S'il m'écoute, vas-y, raconte-la. Il y a des dossiers. Il m'a clairement insulté de petit con et que j'avais rien à faire au baby-foot. Parce que j'avais une mauvaise attitude. Voilà. Mais attention, je dis pas que c'était une bonne solution de faire ça. Mais par contre, c'était un élément déclencheur pour moi. C'est que, voilà, ça m'a tout de suite, je me suis remis en question. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Ça t'a remis peut-être dans le droit chemin, le baby-foot, entre guillemets. Non, ça m'a remonté contre le baby-foot. Mais par contre, avec du recul derrière, quand je suis rentré chez moi, tout ça, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème, tu vois. Donc, je me suis remis en question et puis, on peut pas changer du jour au lendemain.
Mais sinon, pour parler du baby, ce qu'il m'a apporté, moi, il m'a apporté de la confiance en moi, déjà, une certaine maturité sur pas mal de sujets, parce que du coup, tu rencontres du monde avec des gens qui ont une profession différente. Donc tout de suite, bah, tu apprends des autres, et forcément des adultes, hein, parce que comme on a dit tout à l'heure, on rencontre des pères de famille, tout ça, donc tu apprends des autres. Donc ouais, moi j'ai appris de tout ça. Et ouais, même à l'heure actuelle, le baby, ça m'apporte. Même, moi je trouve que c'est pour le mental, tu vois, dans la vie de tous les jours. Bah, je me compare pas forcément tout le temps au baby-foot, hein. Mais je sais que des épreuves de la vie ou autre, bah, le baby, ça m'a vachement aidé. Tu vois, parce que le baby, c'est quand même vachement de mental. Donc, tu vois, tout de suite, ce que je produis au baby-foot, bah, j'essaie de le produire dans la vie de tous les jours. Et tout de suite, bah, ça m'aide, ça, tu vois, et vu que je fais référence à un domaine où je suis à l'aise, donc le baby-foot, bah, tout de suite, bah, ça me donne une confiance dans le problème, tu vois, que je vais vivre sur le moment. Donc, non, le baby-foot, franchement, à partir du moment où tu aimes ton sport et que tu prends des plaisirs et que tu as des ambitions, et que voilà, moi j'ai eu la chance, c'est que j'ai trouvé tous ces paramètres-là. Et ça a été vraiment, il est tombé au bon moment. J'ai rencontré le baby-foot au bon moment, à la bonne période de ma vie. Donc, ouais, si c'est à refaire, je le referai et sans aucun regret. Miguel, on a écouté la très belle réponse d'Adam et la tienne alors. Alors bon, est-ce que le baby-foot m'a apporté? Je dirais oui, de la maturité, hein, depuis du coup très très jeune, comme disait Adam. Hein, et tu ne traînes qu'avec des personnes qui ont minimum 20 ans de plus que toi. Hein. Donc forcément que les blagues d'un gosse de 13 ans ne font pas rire des personnes qui ont 35 ans. Donc oui, en maturité. Après, ça permet de rencontrer ce que disait Adam, hein, ça permet de rencontrer énormément de monde, que ce soit en France, en Europe. Enfin, du coup, ça m'a permis de voyager énormément. L'anglais, je m'en fichais complètement avant du baby-foot, quand on a commencé à se déplacer et qu'il fallait discuter avec des joueurs et qu'on se retrouve à ne pas parler anglais. Ouais. Et pareil, c'est embêtant. Alors après, j'ai pas. Mais tu te retrouves bête parce que tu te rends compte que dans le monde, tout le monde parle anglais, sauf nous. Donc bon, bah, t'es là et tu restes entre français, entre guillemets, alors que tu vois que tout le monde fait le bien. Donc du coup, ouais. Bah ouais, c'est ça. Surtout à 17 ans, ça vous allez faire la possible. Hein. Mais ouais, non, ça a permis de voir énormément de pays. J'ai eu la chance d'aller à Las Vegas, j'ai eu la chance d'aller à La Réunion, au Québec aussi. Et non, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Ça m'a apporté aussi ma femme et mes enfants. Parce que vu que j'ai rencontré ma femme au baby, on va dire que j'ai tout gagné. Exactement, Miguel. Les garçons, avant de se séparer, j'ai une dernière question pour vous. Miguel et Adam, quels sont pour vous le top 3 de vos meilleurs souvenirs et le top 3 de vos pires souvenirs? On commence avec Adam, tiens. Vas-y, Adam. J'ai commencé tout à l'heure, Miguel, il va commencer un peu comme... Miguel, mais Miguel, il réfléchit, c'est pour ça. Ah, mais je réfléchis aussi, là, j'ai pas tout monté. C'est ça. Alors, non, je vais prendre, pour le top 3 de mes meilleurs souvenirs. Ouais. Ma vie, je dirais le WCS gagné avec mon père en premier. En deuxième, je mettrais la Coupe du Monde multitable avec l'équipe de France en 2013. Ouais. Et puis, en troisième place, je mettrais ma première World Series en simple de gagner en 2013 aussi. Et ton émission préférée? Ah, baby-foot, c'est ça? Baby-foot TV. Yes, ça y est. Et en pire, j'en ai pas. J'ai pas de pire. Parce que non, j'ai pas de pire moment passé au baby-foot. Comme je dis toujours, hein, je ne perds jamais, j'apprends. Donc même mes défaites, j'essaie toujours d'en tirer du positif et j'essaie de ressortir plus fort. Donc non, j'ai pas de pire au baby-foot. Et toi, Adam, donc top 3 meilleurs souvenirs, top 3 pires souvenirs? Meilleur souvenir donc, de mon top 3, alors c'était la Serbie, la fameuse remontada avec Seb. Ouais. Le deuxième meilleur souvenir, c'était
Hambourg. Je gagne le multitable en double espoir. C'est la première année que j'allais en multitable. C'était ma première Coupe du Monde, hein, d'ailleurs. Et en fait, je me retrouve en finale, voilà, et je gagne avec Marine Robin. Sachant que la veille, j'étais allé en finale du simple. D'ailleurs, Miguel m'avait coaché la demi-finale du simple junior. Mais oui, la plus belle, ouais, c'est le deuxième, ça a été Hambourg quand je gagne. Parce qu'en fait, en Coupe du Monde, si vous voulez, c'est à la belle, c'est pas maximum 8, c'est maximum 2 points, tu vois. Donc ça peut aller très très loin, tu vois. Et moi, je suis arrivé à 16-14 à la belle. Donc je t'imagine pas la durée du match, la pression. Donc ça a été un très 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 bon souvenir. Et le top 3, ça a été la fameuse Coupe du Monde Bonzini avec WCS Bonzini, pardon, avec celle où on gagne contre Miguel et Zap. Ah, je me permets de vous couper. Apparemment, il y a ton papa en ligne. Qui? Hervé Dos Santos. Ah, Hervé, on salue. Et il a perdu 7-0 à 9 ans contre Delabarre, apparemment. Didier Delabarre. C'est ça? Ça te parle, Miguel? Ton père, il te envoie balance, du il te dossier, balance, ton père. C'est bon, Tout à ça. fait. Alors, j'avais perdu pour l'anecdote. Ouais, tu t'affiches en fin d'émission comme Merci, ça. papa. Alors, j'avais perdu effectivement 7-0 et alors ça m'a vachement marqué parce que oui, j'étais vachement jeune et on va dire que j'ai pleuré jusqu'à très tard après les matchs de baby-foot, hein, quand je perdais. Ah Et bah là, ouais. donc je prends un 7-0 et en plus il m'a sorti bien joué. Alors que j'avais Alors que t'avais pris 7-0, t'as Ouais. pas compris. C'est 7-0, C'est c'est ça, pas et du Fanny coup, Aubard, ouais. normalement, ça? Si. C'est ça, Fanny Aubard. si, c'est ça, normalement c'est ça. Et du coup, oui, c'est vrai que celle-ci, oui, merci de me l'avoir rappelé. Mais du coup, ouais, celle-ci, c'est vrai qu'elle était passée, je l'avais un peu en travers de la gorge parce que, enfin, voilà, quoi, 7-0, on dit bien joué. Non, je préférerais à la rigueur qu'on enlève ses poignets, qu'on ne dise rien, et puis voilà. Mais oui, effectivement, il fait pas si. Oui, c'est bien le pire. Ça doit être le pire. Et Adam, il y a quelqu'un qui a laissé un message sur les commentaires du live. Il parle de Joule. T'as une dédicace de Joule ou c'est quoi l'histoire? Ouais. Allez, tout le monde envoie vas-y, des allez. dossiers, Je peux là. faire mes trois. Vas-y, tes 3 pires souvenirs. Au pire. Alors, vas-y. Le premier, ça a été quand j'ai commencé le baby, mon premier tournoi, mes premiers tournois, les 4-5 premiers tournois, même plus, hein, où tu commences, t'es jeune, tout ça, tu perds. Tu te fais lyncher. Voilà. Là, t'as du mal à digérer, tu vois, parce que t'es tout petit, tu te dis, je suis le meilleur parce que j'ai passé des heures et des heures sur le baby-foot. Au final, tu redescends, tu vois, et du coup, émotionnellement parlant, c'était compliqué. Parce Et là, que tu pleures. Je pleurais à chaque fin des matchs. Voilà. Le deuxième, c'était avec Hervé, à gauchiste, FT1. Deuxième pire souvenir. Ah oui. Et le troisième, c'est quand tu commences un peu à évoluer en termes de niveau et que tu commences à arriver dans le haut niveau, tout de suite, il y a des petits problèmes qui en découlent, tu vois. Et puis, faut essayer de gérer tout ça, garder la tête sur les épaules et prendre du recul pour justement affronter tout ça. Parce qu'il y a des critiques, des trucs comme ça, tu vois. Et puis moi, j'ai tendance à prendre les choses à cœur. C'est ça. Donc, tu essaies de plus ou moins satisfaire tout le monde. Mais grâce à Jean-Marie Blanchard, j'ai appris que tu peux pas plaire à tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou s'il me regarde. Et, Je crois qu'il est par là. et voilà. Et tu vois, ouais, j'ai appris tout ça. Donc, voilà. Ça a été trois moments du baby. Après, c'est des moments qui m'ont construit aussi. Hein, donc, Mais bien sûr. mais par contre, c'était des moments qui m'ont marqué, ouais. Ça, c'est sûr. C'est dans la difficulté que tu te construis, effectivement. Exactement. Et puis quand on est Exactement. compétiteur aussi, c'est normal aussi. Je pense que t'as la niaque. Moi, je sais que j'ai joué au foot quand j'étais petit. Ouais, tu marquais des buts, frérot. Bah ouais, j'étais un bon marqueur, mais je veux dire, quand tu perds, t'en chies, quoi. T'as l'impression de perdre, tu joues ta life, quoi. Ouais, Tu c'est vois, sûr. t'es à fond, Et quoi. pour venir à l'histoire de Jules, là, Allez, c'est vas-y. que moi, C'est dans quoi ce cette circuit, anecdote tout le monde sait que je suis un fan de Jules. Hein. D'accord. D'ailleurs, il y a plusieurs photos en Corse où les gars de l'équipe de France ils me foutent dans le coffre en rentrant du restaurant et que je fais les signes de Jules dans la voiture, dans le coffre. Vas-y, fais-le là, fais-le. Sur les podiums, sur les podiums, je fais quelques fois, j'ai fait, bon ça c'est quand j'étais branleur, hein, mais j'ai fait le signe de Jules. Mais ouais, j'aime bien Jules et en fait j'ai eu la chance là, récemment, Kevin de Marseille, il m'a fait un beau cadeau, il a réussi à m'avoir une petite dédicace de Jules et voilà. Donc voilà l'anecdote.
Et jusqu'au jour où tu iras le voir en concert. Je suis déjà allé le voir, t'inquiète pas. Ah, c'est déjà fait. Vivement qu'on retourne Ouais. dans les concerts et puis dans les spectacles. Bon les gars, il nous reste une petite minute. Généralement, je donne le mot de la fin aux invités. Miguel Dos Santos, si tu as une petite dédicace à faire, quelque chose à dire, un message à faire passer, c'est le moment. Mais écoutez, remercier déjà tous mes partenaires, remercier toutes les personnes du baby-foot d'être là. Moi, je suis pressé de revoir tout le monde, les petits joueurs, les gros joueurs, vraiment tous se retrouver dans une salle de baby-foot et profiter de notre passion, parce que ça reste pour moi, c'est un sport, mais c'est une passion. Donc, revoir tout le monde et portez-vous bien. Prenez soin de vous, de votre entourage, et puis à bientôt autour d'un baby-foot, je l'espère. Adam Et Tourmente. merci à vous pour votre émission. Ah, Merci. c'est gentil. C'est sympa, merci ouais. Miguel. Adam, donc le mot de la fin pour toi, garçon. Moi, déjà, dans le premier temps, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à arriver à ce niveau-là et surtout qui m'ont aidé à aller dans le haut niveau. Ensuite, je voudrais remercier tous mes partenaires qui contribuent à mon plaisir pour jouer au baby-foot, parce que c'est quand même important, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, pour finir, un grand merci à vous deux pour l'organisation de cette émission et puis pour le travail que vous effectuez en amont, parce qu'il y a eu des temps de préparation. Quand tout à l'heure, à 17h, on était là, j'ai trop galéré avec la caméra avec vous deux. Ouais. Donc voilà. Merci beaucoup à vous deux et puis au plaisir et puis continuez comme ça parce que franchement, c'est bien ce que vous faites. Merci, ça, Gentil. c'est gentil. Ça paye. On avance, on fait comme eux, on progresse, on avance. Ce genre de compliments, c'est très agréable. D'ailleurs, j'ai une petite question. Vas-y Miguel. Avez-vous demandé à la Fédération française de participer à votre émission? Ah, pas du tout. J'ai président. de toujours pas l'avoir. Alors attends. Non. Ah oui, pardon. Alors, ok, j'avais pas compris. Je vais répondre à la question. Alors moi, comme tu le sais, Miguel, quand j'ai fait l'émission sur l'histoire, tu sais qu'il y avait eu avec les Coyotes d'Evry, enfin avec Mohamed Nasri et Jean-Marie Blanchard quand ils ont été exclus. Ouais. Effectivement, j'avais sollicité, à l'époque c'était le président de la Fédé, c'était Emmanuel Sicher. Emmanuel Sicher. Ouais, tout à fait. Donc je lui avais demandé s'il voulait bien être présent pour nous donner son opinion, son avis sur cette problématique qu'il y avait eu lors de l'histoire avec la suspension de Momo Nasri et Jean-Marie Blanchard. Malheureusement, il m'a répondu gentiment par la négative. Bon, suite à la deuxième invitation que j'ai faite, c'était à la nouvelle équipe pour faire l'émission sur les nouveaux membres de la présidence. Alors j'étais passé par Fanny Martineau. Ouais. Alors elle n'a absolument pas refusé, bien au contraire. Elle m'a dit ouais, pas de souci, Jean-Paul, pour participer à l'émission. Par contre, on essaye de se le programmer pour juillet ou août, donc pour cet été. Donc tu vois, j'ai bon espoir qu'enfin on puisse avoir la nouvelle présidence de la Fédération française de football de table pour qu'ils nous expliquent un petit peu leur projet, ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Tout comme j'espère aussi, un de ces quatre, je ne vous le cache pas les garçons, d'avoir Farid Lounas, l'actuel président de l'ITSF, tout à fait. Donc voilà, pour qu'il nous explique un petit peu le développement du football de table partout dans le monde. Voilà, ça sera très sympa d'ailleurs d'accueillir Farid. D'ailleurs, j'espère s'il écoute cette émission, ça sera avec grand plaisir Farid de pouvoir t'accueillir et de parler de baby-foot comme on le fait tous les mois avec nos invités en tout cas. En tout cas, merci beaucoup messieurs d'avoir été présents à nos côtés. Ça a été vraiment un super moment ultra agréable pour moi d'être avec vous, de parler de baby. Merci mon frérot de m'avoir accompagné sur cette émission, Stéphane. Yes, merci à vous. C'est toujours agréable. Voilà, moi je suis ravi à chaque fois. Je sens qu'il y a de la passion et quand il y a de la passion, c'est cool. Et puis, vive la route du baby-foot, de la culture, du sport. Et puis, vivement qu'on se retrouve sans masque tous autour d'un événement comme ça. On a hâte parce que ça commence à bien faire, comme dirait l'autre. Merci encore, messieurs. Et puis, merci à toi, mon Polo. C'est toujours. Voilà. Et je revenais quand je dis tout à l'heure, j'ai dit oui, ça paye. Non, c'est par rapport au remerciement de
d'Adam. Je tiens à dire que l'émission, on l'auto-produit nous-mêmes. Complètement. Et il n'y a absolument pas de financement ou d'aide pour l'instant ou de partenaire. Mais en tout cas, voilà, quand j'ai dit ça paye, c'est parce que ça m'a touché ce que Adam a dit par rapport à l'émission. Et voilà, big up, merci à toi Adam et merci à toi Miguel. Pas de soucis, c'est normal. Big up. Merci en tout cas à vous deux, les champions. Merci d'avoir été présents à nos côtés. Quant à moi, je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur l'antenne de Babyfoot TV avec d'autres invités. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt les amis. Ciao. Bye à tous. Salut frérot. Yes, salut tout le monde. Big up, big up. Salut. Ciao, Portez-vous vous bien. êtes à l'antenne. Ciao. À bientôt. Yes, Salut les gars. Ciao. Hey, yes. Ciao. À très vite. À très bientôt. Essaye.